technologies. Donc, pour continuer ensuite à cette historique, comment définir le tiers-lieu? Donc, aujourd'hui, cette expression de tiers-lieu est plutôt un mot valise que l'on a bien souvent du mal à définir. Donc, on est souvent à se poser la question, mais de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de tiers-lieu? Il existe une définition officielle du ministère de la Cohésion des Territoires. Je vais en dire quelques mots. Le ministère dit que les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble coworking, microfolie, campus connecté, ateliers partagés, Fab Lab, garage solidaire, social place, marker space, etc., etc. Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives. Chaque lieu a sa spécificité, son mode de fonctionnement, son mode de financement, sa communauté, mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales et favorisent la créativité et les projets collectifs. Donc, pour synthétiser un petit peu cette longue définition, on pourrait définir un peu le terme tiers-lieu comme étant un espace défini qui concentre un écosystème d'activités diverses et variées en échange permanent. Donc, qu'est-ce qu'on entend ensuite par tiers-lieu culturel? Les tiers-lieux culturels, ce sont plutôt des espaces qui sont centrés autour d'événements artistiques qui visent à créer et à animer la vie culturelle du territoire. Ils sont un lien entre les acteurs de la culture d'un territoire, public et associatif, et les friches culturelles. Très concrètement, ils peuvent constituer un important vecteur de la redynamisation des territoires. Cela grâce à la force d'attraction des activités hébergées, que sont par exemple les expositions, les soirées, les concerts, etc., qu'on trouve dans le milieu de la culture. Ce sont plutôt des lieux d'animation plus que des lieux de programmation. C'est à travers les communautés qui les animent et le territoire dans lequel ils s'encastrent qu'ils acquièrent leur spécificité. Au niveau des chiffres, aujourd'hui, une mission du gouvernement réalisée en 2018 estime à 1800 le nombre de tiers-lieux existants. Il a été distingué deux grands types de tiers-lieux, des tiers-lieux à dominante coworking, où les espaces de travail partagés constituent le cœur de l'activité, et des tiers-lieux à dominante Fab Lab, où la fabrication, à travers la mise à disposition de machines et d'outils, est le cœur de l'activité. Dans cette mission, on trouve aussi que, rapporté au nombre d'habitants, le nombre de tiers-lieux par habitant est près de 3 fois plus important en métropole que dans le reste du territoire. La forte disparité entre la présence de tiers-lieux au sein et en dehors des métropoles démontre qu'il y a aussi un enjeu important quant à l'exportation du modèle dans les territoires au préalable moins actifs. La mission du gouvernement conclut d'ailleurs son étude par des recommandations qui mettent en lumière l'intérêt croissant pour les tiers-lieux, en encourageant notamment à lancer un chantier de simplification des normes pour les tiers-lieux, accélérer la structuration de réseaux régionaux de tiers-lieux, faire des tiers-lieux un lieu de transmission et d'apprentissage intergénérationnel, et enfin créer des fonds de dotation régionaux dédiés aux tiers-lieux. Au niveau des enjeux globaux, les tiers-lieux sont avant tout une réponse aux différentes évolutions de la perception du travail. Ils provoquent des rencontres entre des filières et des métiers qui n'auraient jamais eu vocation à se rencontrer auparavant. Les tiers-lieux culturels représentent, eux, des nouveaux lieux de culture qui répondent entre autres à un besoin de mutation des équipements spécialisés comme les salles de spectacle, les bibliothèques, les centres d'art, etc. Ils sont enfin amenés à répondre à des défis variés, de l'hébergement d'urgence à l'accueil de nouvelles pratiques artistiques, écologiques et sociales, en passant par l'événementiel festif ou l'entrepreneuriat. Le nombre toujours croissant de tiers-lieux est révélateur de la place primordiale qu'ils pourraient occuper dans un futur à court et moyen terme. C'est d'ailleurs une forme de développement dynamique du territoire, bien repéré par l'État qui, par le biais de son ministère de la Cohésion des Territoires, met à disposition des financements pour favoriser leur création. On témoigne ainsi la place accordée aux tiers-lieux dans le plan France Relance 2030, qui propose d'accompagner le développement de 300 tiers-lieux à hauteur de 75 000 à 150 000 euros. La question soulève donc de nombreuses problématiques, parmi lesquelles on pourrait citer celle-ci. Quelles promesses peuvent apporter le développement des tiers-lieux culturels dans un domaine qui cherche plus que jamais à se renouveler, notamment après la période de crise sanitaire? Et quelles en sont les applications en termes de gestion, de gouvernance ou encore de type d'animation mise en place au sein de ces tiers-lieux? Voilà deux problématiques auxquelles tenteront probablement de répondre les intervenants présents. Donc, je vais laisser la présentation faite par Madame Yvelange.
Merci Baptiste. Voilà, donc pour définir l'indéfinissable, néanmoins, nous avons 5 intervenants et un très joli panel. Donc, nous allons entendre en premier Corinne Langlois, qui est sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie à la Direction générale du patrimoine du ministère de la Culture. Nous avons également Valérie Sandor, directrice adjointe qui nous invite ici au Centre des Monuments Nationaux. Séverin Benazri, cofondateur de l'agence EFATA. Marie Floquet, directrice impact social et environnemental de Signoco. Et enfin, Martin Colomerdiès, directeur de l'ingénierie culturelle du 104 à Paris. Je laisse donc la place au ministère, à la personne de Corinne. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler au nom du ministère de la Culture, bien sûr, mais du service de l'architecture, puisque c'est ce dont on s'occupe. Et donc, je clarifie tout de suite, je n'ai pas de diapositive. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu la logique que représentent les tiers-lieux pour le monde de l'architecture. Dans tiers-lieux, ça ne vous aura pas échappé, il y a le nom de lieu, donc d'espace matériel, ce qui renvoie évidemment à des questions d'architecture au sens large du terme, et derrière de métiers de l'aménagement, de la conception de l'espace, que vont être autant des architectes, des paysagistes concepteurs, ou des designers ou des urbanistes. Donc, il y a tout un tas de métiers derrière qui sont plutôt spécialisés dans ces questions d'aménagement de l'espace. Et c'est pas neutre. On a évoqué la naissance de la notion de tiers-lieu en Amérique du Nord et qui va avec une autre mouvance qui touche les espaces publics, qui est née au Canada, qui s'appelle l'urbanisme tactique. Et qui est aussi assez proche en fait de la logique de tiers-lieu, puisque ça vise à créer des usages en fait et à aménager à partir de l'usage et pas forcément à partir d'un programme prédéfini. En France, ça s'est traduit par des professionnels qui se sont saisis de cette notion pour penser autrement la production de l'architecture ou de l'aménagement paysager. Bon, il y a deux grands noms, je pense que vous les connaissez tous. Il y a Gilles Clément en matière de paysage, qui finalement proposait d'aménager le jardin, enfin surtout le jardin sans dessin, donc en partant finalement de ce que propose la nature pour finalement structurer le jardin au fur et à mesure, en sélectionnant en laissant venir et en sélectionnant ce qui finalement avait du sens ou proposait des qualités, y compris en termes de biodiversité. Et puis évidemment en architecture, Patrick Bouchin, qui est à l'origine du lieu unique et qui vraiment pendant toute sa carrière a pratiqué une architecture de ces lieux qui évolue finalement, qui propose un usage et qui évolue au fur et à mesure que cet usage s'enrichit d'autres, ou au contraire, certaines choses qui ne marchent pas, on les abandonne, on les transforme. Donc c'est vraiment une façon très nouvelle de fabriquer des lieux de vie, que ce soit dans les espaces publics ou dans l'architecture, et qui pose pas mal de questions en fait. Parce que finalement, donc, on s'occupe de friches ou d'autres types d'espaces, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre du vivant dans des lieux. Et vraiment, je pense que les tiers-lieux, et on l'a vu dans une définition de lien social, c'est vraiment le vivant qui est à l'origine du tiers-lieu. C'est l'objectif, c'est de remettre du vivant. Et quand on parle d'humain, eh ben, on parle de lien entre les gens, de culture, de transmission des savoirs, de relations. Ça ne fait pas tellement un programme d'architecture. Si vous avez déjà vu un programme d'architecture, ce n'est pas forcément ce qu'on met dans un programme d'architecture. Du coup, la caractéristique en architecture de ces lieux-là, c'est d'aller vers l'essentiel,
Donc, en général, on essaye de garantir la sécurité et la salubrité. Ça, c'est quand même la base, que les gens ne se prennent pas le toit sur la tête et puissent aller faire pipi et se laver les mains. Bon, ça peut être utile. Mais on fait l'essentiel et tout le reste, on admet de le faire avec peu de moyens et dans des logiques qui peuvent être transitoires. Donc, d'avoir toujours cette notion, on fait primer l'usage et finalement, l'aménagement suit l'usage. C'est pas rien à faire, ça, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas commander ce genre de truc en architecture, alors que c'est des pratiques assez courantes dans le design, qui a donné design thinking. Je conçois, je teste avec les utilisateurs, je modifie et je finis par avoir un produit qui est en amélioration permanente. En architecture, qui est un environnement bourré de normes, bourré de contraintes aussi législatives, c'est beaucoup moins facile à faire. Et puis, ça bouleverse totalement aussi la culture technique des gens qui la commandent, cette architecture ou cet aménagement. Essayer de convaincre un service technique de collectivité de faire de l'urbanisme tactique sur des espaces publics, et ben bonjour, quoi. C'est-à-dire que ça va être les plus longs à convaincre. Et après, en architecture, ben, c'est des trucs qu'on ne sait pas commander. Parce que quand vous commandez une architecture, vous commandez un produit fini, avec un usage fini. Sauf que là, les usages, ils évoluent. Le produit, il n'est pas fini. Derrière, il y a des tas de questions en matière de responsabilité, par exemple, de financement, de l'investissement. Et c'est aujourd'hui vraiment un casse-tête d'arriver à résoudre ces questions-là. Du coup, c'est pour ça que nous, on soutient à la demande de Patrick Bouchin avec le ministère, alors je ne sais même plus lequel, parce qu'ils sont tellement nombreux à se regrouper au sein de la Direction générale aménagement, logement, nature. Mais en gros, il y a la transition écologique, il y a tout ce qui relève du logement et il y a tout ce qui relève de la cohésion des territoires qui se regroupent dans cette direction générale. On finance pour 6 ans un dispositif qui s'appelle la Preuve par 7 et donc qui a été initié par Patrick Bouchin, qui vise justement à faire une expérimentation, mais vraiment très détaillée et très analysée de ce type de pratique pour aménager différents lieux. Alors, il y en a 7, dans différentes situations territoriales et avec différentes échelles. Et l'objectif, c'est bien de résoudre en fait ces questions normatives, ces questions de commande, ces questions d'assurance. Après, quand on arrive à régler tout ça, c'est-à-dire à mettre le lieu à disposition des usagers, on a quand même déjà fait un grand pas, quoi. Donc ça, nous, on est vraiment très porteurs de ça. Et derrière, en fait, on travaille aussi sur la transmission de ces méthodes. Parce que derrière des personnalités comme Patrick Bouchin se sont engouffrés beaucoup de jeunes professionnels dans ces différentes filières pour qui sont plus du tout dans une vision de leur métier où je suis le sachant, je vais vous faire de la bonne architecture, prenez-la comme ça, si je vous dis qu'elle est bonne, c'est que c'est bien. Les jeunes aujourd'hui ne bossent plus comme ça. D'abord, ils ont une position un petit peu plus modeste qu'on ne pourra pas regretter, je pense que c'est plutôt bien. Ils sont beaucoup dans des modes de travail collaboratifs. Et ça change quand même beaucoup les choses. Et puis, ils sont beaucoup, eux-mêmes, souvent très impliqués dans des collectifs, dans des démarches participatives. Et finalement, que leur métier se pratique de cette manière-là, notamment avec les usagers, ça leur semble assez normal. Donc, après, derrière, il faut bien qu'on accompagne ces nouveaux professionnels sur une transmission de savoir-faire aussi. À un moment donné, c'est un métier. Donc, qui ne réinvente pas l'eau chaude en utilisant les savoirs des générations précédentes, ce n'est pas plus mal. Qu'on les sécurise au niveau des trajectoires et des compétences, c'est pas plus mal. Donc, on travaille là-dessus avec
finalement, à l'issue de tout ça, des formations pour les professionnels de la conception de l'espace qui leur permettra d'être plus armés dans ce type de commandes nouvelles. Ce qui est intéressant aussi dans la logique tiers-lieu, c'est qu'aujourd'hui, pour une autre raison qui est beaucoup plus économique et qui est liée vraiment à la rareté foncière et au coût du foncier, c'est des choses qui se transposent dans le domaine du logement. Alors là, je ne vous raconte pas avec les règles de copropriété et tout ça, ça devient un vrai bonheur, où on se dit finalement, même dans un immeuble, et alors le Covid nous a fait remonter ça plein pot, c'est important d'être lieu que tous les gens de l'immeuble peuvent s'approprier et faire des choses ensemble. Donc, on voit apparaître dans les programmes de logement des lieux pour faire des choses ensemble. On voit apparaître aussi des lieux dont on n'a pas besoin tous les jours, mais dont on peut avoir besoin de temps en temps, donc qui sont des lieux mutualisés. Donc finalement, on sent que cette culture de l'usage qui passe avant la culture de la possession, elle est en train finalement d'infiltrer tout un tas de domaines en architecture et en urbanisme. Après, pour moi, se posent des questions de modèle économique. Ça, c'est tout sauf un non-sujet. Nous, on voit quand même des quartiers tout neufs, genre écoquartiers, etc., qui viennent toquer à la porte du ministère de la Culture une fois que tout est construit et qu'il y a eu quelques plus-values foncières de fait, dire « mais en fait, le lien social, on aimerait bien que vous financiez un tiers-lieu pour le constituer ». Si ça crée de la valeur, parce que le lien social a de la valeur et c'est ça qui permet de vivre dans un quartier et pas dans un immeuble. À ce moment-là, c'est une valeur et ça a de la valeur économique parce que ça va finalement jouer sur la valeur foncière des logements produits, par exemple. Du coup, comment finalement ceux qui vont avoir un bénéfice direct à l'opération, donc tous les investisseurs immobiliers par exemple, comment on crée un modèle économique qui va permettre aussi, qui finance le tiers-lieu et en investissement et en fonctionnement. Donc ça, c'est une question de modèle économique. Et on a un deuxième type de tiers-lieu qui vraiment est très utile et fonctionne très, très bien. C'est quand on vient par des activités, en ouvrant un lieu au public et aux usagers, on vient faire naître des activités dans un lieu qui n'en avait pas. Évidemment, quand on fait ça, on va recréer de la valeur. On est souvent sur des lieux qui n'ont pas de valeur immobilière. Hein. On va recréer de la valeur dans ce lieu-là. Quand on trouve un usage, si on met dans le dur les usages qui ont été recréés, tant mieux, à la limite, il n'y a pas trop de problème. Mais quand ces usages qui ont permis la revalorisation du lieu sont évincés pour permettre un projet qui, lui, a une rentabilité économique et financière, pourquoi il n'y a que la collectivité qui paye ou le bénévolat qui paye ce qui va recréer de la valeur? Donc, il y a quand même à un moment donné un petit sujet de l'évaluation de la valeur immatérielle, quand même un tout petit peu économique au bout du compte, mais comment finalement cette valeur immatérielle créée va pouvoir être rétribuée à un moment donné par ceux qui vont en tirer une valeur économique et financière. Donc ça, c'est des sujets assez complexes. Ça préoccupe tout le monde, mais on ne sait pas trop par quel bout l'attraper. Mais en tout cas, ça préoccupe tout le monde et il ne faut vraiment pas finalement, parce qu'en architecture, alors je ne sais pas, en art, ça doit bien être la même chose, les gens qui conçoivent, ils ont tendance à se dire « Oh, boum, l'argent, c'est sale. Oui, mais le loyer, il se paye avec quoi? Avec des valeurs immatérielles ou avec des euros? Je pense quand même un peu plutôt avec des euros. Donc, à un moment donné, ces gens qui apportent de la valeur culturelle, sociale, etc., comment on les paye? Et comment on les paye correctement parce qu'ils créent de la valeur. Et ça, c'est les réflexions qu'on a, nous, en cours et qu'on essaye de mener justement avec
des économistes de la ville qui ont cette approche plus sur les externalités Corinne, positives. est-ce que je peux vous demander depuis quand le ministère de la Culture s'intéresse à la question des tiers-lieux? Parce que ce n'est pas forcément le ministère qu'on attend en premier sur cette question. Alors, peut-être pas, mais par contre, sur les questions culturelles, finalement, c'est un peu notre corps de sujet. Et quand on dit développement durable et qu'on dit social, en fait, on ne sait rien mettre derrière. Alors, finalement, on dit social, vous allez voir à la DGALM, ils vous alignent, on va faire tant % de logements sociaux. C'est ça le lien social? Moi, ça m'a un peu échappé, en fait. Donc, finalement, dans l'entrée sociale du développement culturel, du développement durable, il y a l'entrée culturelle parce que c'est ça qui fait qu'on est une société humaine. Donc, en fait, on en faisait comme Monsieur Jourdain, quoi, des tiers-lieux sans y penser. Parce que cette importation de la logique tiers-lieu en France, elle a été en premier portée par des acteurs culturels. Donc, et c'est eux, et je voyais, il y a quelqu'un du 104, et puis voilà, c'est l'école Bouchard, elle a fait des petits, hein, et tant mieux. Donc, ça fait longtemps, mais sans qu'on l'ait. Et puis nous, on se fait toujours piquer nos bonnes idées, en plus, c'est pas dommage. On met pas de copyright, on n'est pas de très bons auteurs. Et derrière, effectivement, alors je vous passe les dispositifs qu'on a, parce qu'on en a une batterie. Alors, entre les microfolies, les quartiers culturels créatifs, les fabriques de proximité qu'on a avec l'ANCT, les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui peuvent porter ça, je vous passe les détails. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour nous. Et c'est le moment, je pense, pour montrer que les acteurs culturels d'un territoire créent de la valeur pour tout le monde. C'est important. Merci beaucoup, Corinne. Je retiens donc sur notre ébauche de définition qu'il y a d'abord une valeur d'usage très importante, qui a un caractère évolutif aussi très fort, et que pour tout ça, il y a un modèle économique qui est encore à trouver. Et peut-être que Valérie Sambor, qui a choisi de nous parler de Villers-Cotterêts, du château, va nous donner quelques explications. Et je vais commencer par une question. Est-ce que le château de Villers-Cotterêts, la Cité internationale de la francophonie, peut se définir comme un tiers-lieu? Justement, non. Je vais pas le dire tout de suite, ça n'est pas un tiers-lieu. Mais quand même, alors, sur le CMN et les tiers-lieux, déjà, on est ravis de vous accueillir. Il y a plusieurs membres de l'équipe de la salle. Abla Benulou Fouché, qui est la chef de la mission stratégique prospective numérique, et vous, peut-être que je ne vois pas, donc excusez-moi si je ne vous cite pas, car vous êtes à l'hôtel de Sully, qui est le siège du Centre des Monuments Nationaux. Alors, le lien du CMN avec le tiers-lieu, eh bien, bon, déjà, ça correspond à une actualité toute récente, puisque l'établissement a lancé, il y a quelques mois, donc un appel à manifestation d'intérêt pour être accompagné par un opérateur spécialisé sur le sujet pour expérimenter ce que signifierait la création d'un tiers-lieu dans un ou plusieurs monuments du CMN. Donc, nous nous engageons dans cette démarche d'expérimentation, sans savoir à ce stade jusqu'où elle va nous conduire. C'est bien le principe, en tout cas avec le désir, au travers de cette démarche, de nous essayer à concilier les missions, au fond, traditionnelles d'un monument dans le réseau CMN, c'est-à-dire la diffusion de la connaissance autour d'un patrimoine, l'activation d'un site, donc au travers de sa mémoire et autour d'une offre culturelle, donc concilier ces missions traditionnelles avec d'autres usages qui débordent du cadre culturel tel qu'on peut l'imaginer. Voilà, donc ça, rendez-vous peut-être dès cet été pour voir comment ce projet va s'incarner dans un lieu qui sera, pour commencer, certainement le château de Jossigny en Seine-et-Marne. Au-delà, on peut dire que finalement, la question du tiers-lieu, elle est pour moi un peu, je dirais, intrinsèque à la mission du CMN, puisque, en définitive, la mission de l'établissement, c'est tout autant d'entretenir des espaces patrimoniaux que de diffuser la connaissance autour de celui-ci. Et au-delà, au fond,
d'activer un site, d'activer un territoire et d'être même moteur dans la vie de ce territoire en nouant des coopérations avec des acteurs extrêmement variés qui sont tant des acteurs artistiques et culturels que touristiques et économiques et que sociaux. Donc au fond, le CMN, on peut le considérer comme un acteur de la vie des territoires qui contribue à leur vitalité, qui entretient un lien social, autant de problématiques qui sont au cœur, me semble-t-il, des enjeux des tiers-lieux. Alors, le château de Villers-Cotterêts. Pourquoi le château de Villers-Cotterêts? Au fond, alors, ce projet est arrivé dans un contexte assez particulier au sein du CMN. Il lui a été confié par le chef de l'État, qui, je le précise, s'est ému de l'état de ce château, abandonné par l'État depuis plusieurs siècles, et qui s'était rendu sur place grâce à l'action d'un député et d'associations. Donc, l'initiative, déjà, elle parle du territoire. Après, il y a une volonté très forte de l'État qui a été accompagnée de moyens, mais voilà, ça n'est pas parti de nulle part. Et donc, le Centre des Monuments Nationaux s'est vu confier ce projet qui répond à un certain nombre de défis. Donc, le premier, c'est réparer cet abandon de l'État, redonner sa splendeur à ce château dont l'histoire est liée fortement à celle de l'histoire française, puisque c'est le siège de la signature de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 par François Ier, qui a fait du français la langue des actes administratifs et notariés du royaume. Mais au-delà, il s'agit de construire un programme culturel sans équivalent qui vise au fond à rassembler, faire du lien social, on l'a dit tout à l'heure, autour de la langue, qui est un patrimoine commun dans ce site emblématique. Et puis encore au-delà, et là je crois qu'on croise les enjeux d'aménagement du territoire, à partir de ce projet tout à fait singulier, au fond la question qui est posée, c'est de lancer une dynamique pour revitaliser un territoire, le sud de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, qui est confronté à un certain nombre de difficultés économiques, sociales et même linguistiques, avec notamment une stratégie de l'État qui s'est mise en place ces dernières années pour lutter contre un fort taux d'illettrisme sur le territoire. Donc effectivement, on retrouve au travers de ce prisme de l'aménagement, de l'implication des habitants, de l'appui sur un projet culturel hybride et fédérateur, au fond, me semble-t-il, des problématiques qui sont celles des tiers-lieux, sans que ce château en soit un à proprement parler. Alors, bon, là, je laisse simplement défiler quelques images pour que vous voyez l'état du château tel qu'il était avant le démarrage de la campagne de travaux en 2020. Donc, c'est un ensemble très vaste qui est situé entre ville et forêt. Cette liaison naturelle a été coupée au XIXe siècle, puisque ce château est devenu, sur ordre de Napoléon, un dépôt de mendicité, autrement dit une prison dans laquelle on enfermait des mendiants parisiens. Et donc, on a érigé autour de ce château un mur d'enceinte qu'il a complètement coupé de la ville et des habitants. Bon, quelques éléments aussi sur le programme, on y reviendra. Peut-être ce qu'il faut retenir ici, c'est l'ambition qui est celle du Centre des Monuments Nationaux, associé à un très grand nombre de partenaires, justement de faire lien et de rassembler le public le plus large et peut-être en premier lieu d'ailleurs le public qui semblerait le plus à l'écart de cette question de la langue française dans un lieu de patrimoine, un lieu emblématique, un lieu qui a une forte résonance auprès des habitants, alors même que finalement, depuis 200 ans, ils sont coupés de la réalité de ce château. Donc il y a là un enjeu un peu de réappropriation, de fierté à reconquérir au travers de cette opération qui est véritablement une opération qui vise au développement de ce territoire de France qui est extrêmement riche sur le plan patrimonial et pourtant, encore aujourd'hui, assez méconnu. Alors je vais m'attarder peut-être sur quatre dimensions que sont les partis pré-architecturaux, la question de la construction du programme culturel et puis la méthode qu'on a essayé de mettre en place et d'appliquer depuis 4 ans pour associer les acteurs divers sur le territoire
ainsi que les habitants. Donc, rouvrir le lieu sur son territoire, c'est un des premiers défis auxquels le CMN a été confronté, puisque, comme je viens de le dire, le château est coupé depuis le début du 19e siècle de son territoire. Donc, comment déjà faire prendre connaissance de ce vaste ensemble qui est totalement invisible depuis la ville, comment créer le désir d'y entrer, et comment tout simplement créer les conditions d'accessibilité au lieu. Et bien, ça passe par des choix architecturaux, je dirais même urbanistiques, qui visent à recréer une porosité du lieu avec son environnement tant urbain que naturel. Et donc, les architectes ont travaillé un programme qui permet une traversée tout simplement piétonne du château et ainsi qui le relie, qui le remet dans la circulation de la ville, entre ville et parc. Donc, c'est aussi une occasion finalement de replacer le château dans son histoire, parce que ce château, il a été créé par François Ier parce qu'il venait chasser en forêt. Donc, on retrouve là le lien naturel entre bâtiment et nature. Et puis enfin, en perspective du parc et de la forêt autour du château, il y a des quartiers périphériques dont certains sont classés politiques de la ville. Et donc, cette traversée qui va être favorisée va être, on l'espère, une opportunité de faire rentrer dans ce lieu qui peut paraître austère, qui peut paraître évidemment intimidant, cette grande bâtisse du XVIe siècle, mais en sorte que les habitants puissent rentrer quotidiennement dans ce lieu sans avoir à payer un billet, sans avoir à montrer patte blanche, voilà, tout simplement qu'ils le repratiquent comme un mode de circulation entre leur habitat et la ville. Voilà, donc une traversabilité du lieu, c'est un moyen donc, de le rendre, de se l'approprier, faire en sorte que voilà, il y ait de grands espaces publics qui permettent de s'y retrouver, voilà, sans forcément avoir à pratiquer une activité culturelle, mais tout simplement déjà pour le plaisir de redécouvrir ce château qui est donc fermé au public depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est déjà un point très important, donc donner envie, faire en sorte que ce bâtiment soit à nouveau la propriété de tous. La deuxième dimension à laquelle nous nous attachons, c'est dans la construction du programme culturel, scientifique et pédagogique lui-même, c'est d'emblée d'offrir une variété de situations d'usage, on l'a dit tout à l'heure. Alors, cela passe autant par des activités qui seront proposées donc, à partir de cette fin d'année au printemps prochain, des activités de nature culturelle, donc, habituelles dans des lieux comme ceux-ci, donc, notamment un parcours de visite permanent, des espaces d'exposition temporaire, des spectacles, des événements. Mais l'enjeu est aussi immédiatement d'associer cette valeur d'usage culturel à une activité économique, une activité de service. Et là, on est déjà dans une dimension qui déborde le cadre strict du bâtiment, puisqu'il s'agit au fond de répondre à des besoins qui ne sont aujourd'hui pas couverts sur le territoire, au sens large du terme. Donc, notamment ce site de l'Aisne et même plus globalement à l'échelle de la région Hauts-de-France. Nous travaillons à installer dans ce vaste ensemble de bâtiments un hôtel. L'hôtel étant pour nous une donnée absolument indispensable tant à la réussite du projet culturel qu'à la réussite de l'intégration de cette cité internationale de la langue française dans le territoire. En effet, aujourd'hui, la capacité hôtelière à Villers-Cotterêts est très réduite. Or, si l'on veut créer un flux touristique qui profite à l'ensemble du territoire, il faut pouvoir offrir des conditions d'hébergement sur place. Donc, le fait d'installer un hôtel permettra, nous l'espérons en tout cas, à des touristes, au-delà des habitants, touristes de venir à Villers-Cotterêts, visiter ce site bien évidemment, mais à partir de ce site, de rayonner sur l'ensemble de l'Aisne et ainsi partir à la découverte du patrimoine naturel et historique de toute la région. Donc, on essaye là de créer des conditions d'une expérience, on va dire, globale qui favorise des retombées économiques pour l'ensemble des acteurs.
Le programme culturel lui-même, donc, je dirais, répond à ce désir d'associer une très grande diversité de publics avec des activités qui vont, nous l'espérons, intéresser des professionnels, donc avec des espaces de travail, de résidence, des studios, la possibilité de rencontrer les publics, que l'on soit chercheurs ou artistes travaillant sur la langue française ou les langues de manière générale, et puis des activités bien évidemment tournées vers le public, les publics, donc autant le public local, les habitants, qui sont les premiers vers lesquels nous nous tournons, et ce sont ceux vers lesquels nous avons un enjeu d'appropriation qui est peut-être le plus difficile, autant que des visiteurs qui viendraient de Paris ou des Hauts-de-France. Donc, ici, sur cette frise, je m'arrête aussi une seconde sur la manière dont ces usages ont été positionnés, c'est-à-dire que nous avons fait en sorte de privilégier des activités qui sont d'un accès libre et gratuit au rez-de-chaussée, donc autour de cette grande cour centrale qui fera, on l'espère, agora, le terme a été cité tout à l'heure, puis d'avoir au premier étage des activités sur billetterie, donc là, qui nécessitent effectivement un acte d'achat, et puis au dernier étage, réserver des espaces de travail aux résidents en particulier et à l'équipe qui administrera le lieu. Voilà, donc l'organisation des espaces répond aussi à cet enjeu de porosité et d'accessibilité la plus simple. Bon, voilà une petite frise qui tente de créer une sorte de typographie, de typologie plus exactement, les différentes catégories de publics. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a 3 grandes composantes de ce projet culturel, avec une composante d'éducation et de formation importante, là encore qui est pensée en rapport avec cette problématique très locale qui est celle de l'illettrisme. Et donc nous travaillons d'ores et déjà avec des acteurs de l'insertion, les acteurs du champ social, de la grande pauvreté, de la lutte contre l'illettrisme localement, pour déjà apprendre à se connaître, monter avec eux des programmes, pour faire en sorte que par leur intermédiaire, grâce à leur appui, demain, quand la cité sera ouverte, ces publics puissent être présents dans la cité avant, nous l'espérons, de pouvoir y revenir de manière plus autonome. Voilà, donc on travaille notamment à la création d'un dispositif de médiation spécifique pour les personnes qui sont en difficulté avec la langue. On est en train de signer un partenariat avec le ministère de l'Intérieur et l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour permettre aux primo-arrivants qui viennent en France de pouvoir visiter gratuitement ce bâtiment. Ben voilà, notre attention est vraiment tournée vers les publics qui nous paraissent les moins acquis a priori et pour lesquels, je crois, ce projet prend son sens. Alors, fédérer les réseaux d'acteurs, c'est aussi évidemment un enjeu que nous avons eu en tête d'emblée, d'abord au travers de la mise en place d'une gouvernance adaptée. D'emblée, il nous apparaît absolument indispensable d'avoir autour de la table toutes les forces vives du territoire, les élus, les collectivités locales, bien évidemment, mais aussi les acteurs du transport, les acteurs économiques, de l'enseignement et de la formation, voilà, pour que ce projet soit partagé autant que possible à chaque étape. L'insertion aussi est un outil qui nous a paru absolument fondamental dès la phase chantier, pour que ce chantier qui repose sur un budget important de 185 millions d'euros, crée tout de suite des retombées économiques directes pour le territoire. Donc là, il y a un travail important qui a été fait par le CMN en lien avec le conseil départemental pour insérer des clauses d'insertion dans tous les lots des consultations que nous avons lancées auprès des entreprises, sauf sur certains lots très, très spécifiques liés à la restauration. Et ceci a fonctionné grâce vraiment à l'implication de l'ensemble des acteurs de la filière emploi du territoire qui, à cette occasion, se sont fédérés et ce qui permet de dresser un bilan intermédiaire, puisque l'opération n'est pas terminée, mais qui est déjà assez satisfaisant, avec plus de 150 salariés qui ont été recrutés dans ce dispositif, qui sont formés grâce à la région Hauts-de-France qui s'est aussi impliquée. Et donc, évidemment, je dirais cette filière emploi qui s'est mobilisée, il faut qu'on la garde active. Et donc, nous travaillerons au recrutement des équipes dans le même esprit et avec une attention marquée
en respect de la législation évidemment, vis-à-vis des habitants et des chercheurs d'emploi sur le territoire. Voilà, puis enfin, peut-être dernier point, la question de l'accélération, au fond, l'effet d'accélération d'un tel projet sur des dossiers locaux qui étaient jusque-là un petit peu en sommeil. Le projet, finalement, a eu, je crois, la vertu de catalyser, au fond, des énergies et de permettre la mise en route de dispositifs qui vont permettre le décloisonnement de ce territoire et notamment d'améliorer la question de la desserte qui est complexe dans un territoire rural comme celui-ci. Donc, voilà, il y a un certain nombre de projets en cours, d'aménagement de véloroutes, d'optimisation de la ligne de TER entre Paris et Laon, la mise en place de randonnées pédestres. Voilà. Et évidemment, ces aménagements ne vont pas profiter aux touristes, aux visiteurs de passage, mais bien aux habitants à proprement parler. Voilà, puis enfin quelques éléments sur le travail de préfiguration culturelle que nous menons aussi depuis 3 ans. Donc, une équipe a été mise en place très tôt, avec un administrateur et plusieurs collaborateurs qui vivent à Villers-Cotterêts ou dans les environs, donc qui sont là en permanence pour incarner le projet, pour dialoguer, pour informer, pour associer. On a fait le choix aussi d'installer une maison du projet, qui est un lieu d'accueil, un lieu d'information, de programmation. Et puis, nous avons organisé une centaine d'actions en allant à la rencontre des habitants dans les écoles, dans les associations, avec des résidences hors les murs, enfin un certain nombre de dispositifs pour aller vers et ne pas attendre que les habitants viennent à nous. Donc 20 000 personnes à peu près ont été impliquées, ce qui représente le double de la population de Villers-Cotterêts. Voilà, donc voici un peu ce sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui. Donc, vous avez là le site internet de la Cité si vous voulez en savoir plus sur le programme. Et l'étape suivante, c'est le printemps 23. Le choix de Villers-Cotterêts, de parler de Villers-Cotterêts à cette table ronde sur les tiers-lieux, quelle dialectique vous faites entre le projet qui est porté à Villers et la notion des tiers-lieux? Est-ce que, vu ce que vous avez dit, on peut dire que vous vous inspirez du tiers-lieu pour répondre à la question de l'ancrage territorial? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur le rapport au territoire, cette notion d'aménagement, le choix de s'appuyer aussi sur une programmation qui est hybride pour précisément associer des publics qui viennent dans des approches différentes, c'est-à-dire l'habitant qui va tout simplement traverser le lieu, comme je l'ai expliqué, puisqu'il va être finalement rendu à la ville, autant que le touriste qui viendra visiter l'exposition, ou encore les personnes qui sont suivies par les associations contre l'illettrisme, auxquelles on va proposer des ateliers de formation, de sensibilisation à la langue. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans un lieu de patrimoine, d'essayer de l'ouvrir et de le réinventer par son programme culturel, de telle sorte que l'on sorte d'une approche monométier, un petit peu classique, comme celle que l'on peut appréhender dans beaucoup de minutes. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit, je crois, la problématique d'un tel projet dépasse largement le lieu lui-même, puisqu'on est vraiment dans une problématique d'aménagement, d'où la nécessité d'impliquer ceux qui sont aussi à leur place sur ces sujets de dessert, comme les collectivités locales. Le CMN est là pour mettre autour de une table, activer tous ceux qui sont en compétence pour faire en sorte que ce projet s'ancre dans son territoire et l'ouvre au monde. Merci beaucoup. Effectivement, Villers-Cotterêts n'est pas le seul monument dans votre réseau à ouvrir aussi, à sortir du monoculturel, si j'ose dire. On peut penser à Paris, à l'hôtel de la Marine, voilà, qui essaie aussi cette hybridation. Et on va voir que le monumental public n'est pas le seul enjeu, puisque le domaine du patrimoine monumental privé que nous représente aujourd'hui Séverin de Mazeray de l'Agence Patin cherche aussi à cette hybridation, plus pour des questions de soutenabilité économique. Oui, exactement. En fait, Mme Langlois disait tout à l'heure
parlait de comment est-ce qu'on rémunère le lien social. Et ben, précisément, on se rend compte très vite dans les lieux privés qu'il faut d'abord commencer par créer de la valeur économique pour pouvoir déboucher sur aussi une création et une rémunération d'un lien social de long terme dans les monuments. Et peut-être que l'objectif, ça va être d'abord de revenir. Je ne sais pas si on parlera à nouveau de tiers-lieux dans notre cas de figure. À mon avis, on parlera plutôt de multi-activités de par la nature de ces sites historiques là. Ce que je vous propose peut-être juste en introduction, c'est de revenir un tout petit peu sur qui est FATA, parce que même si je reconnais un certain nombre de personnes dans l'Assemblée, je pense que beaucoup ne savent pas qui on est. Donc, EFATA, on est un cabinet de conseil qu'on a créé en 2017, juste avant l'arrivée de Stéphane Bern à l'Élysée, dans le même cadre de cette crise du patrimoine. C'était vraiment 2 mois avant, on a créé en mars 2017, et c'était une réponse entrepreneuriale à cet état du patrimoine qui était sur lesquels les grandes associations tiraient la sonnette d'alarme. Et on l'a vraiment créé avec comme vocation de financer et de valoriser le patrimoine historique, mais de le faire avec une volonté d'ouverture. Et FATA, ça veut dire ouvre-toi en araméen. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les sites historiques à de nouveaux usages, à de nouvelles innovations, à de nouveaux publics. Et pour nous, c'est à la fois pour ces sites-là qu'on a envie de se battre, et c'est en même temps une condition sine qua non en dehors de sites qui appartiennent à des propriétaires extrêmement riches pour s'en sortir. Et donc, on a, après avoir créé une plateforme qui diffuse à tous les propriétaires des connaissances et des financements, qui étaient 2 des grandes problématiques auxquelles étaient confrontés ces propriétaires de sites historiques, on a rapidement constaté que dès lors qu'on était sur des sites historiques d'une certaine taille, on va dire au moins 1000 m², il y avait 2 modèles qui étaient performants d'un point de vue économique pour s'en sortir. Un premier modèle, qu'on appelle le modèle spécialiste. L'exemple type que vous connaissez peut-être, c'est Châteauforme. Donc là, c'est un modèle dans lequel il y a une seule activité qui va permettre au site d'être entretenu, d'être restauré et de se développer. Le problème de ce modèle, c'est qu'il fonctionne pour maximum 5-10% des sites historiques qui vont répondre à des cahiers des charges extrêmement précis. Ils vont se trouver dans les grands bassins touristiques, sur le littoral, ils vont se trouver à proximité immédiate de Paris, des grands aéroports, etc. Et donc, en fait, c'est un modèle qui ne fonctionne pas pour 90-95% du patrimoine historique restant, et pour lequel il y a une autre voie qui fonctionne plutôt bien, et qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, et qui est le modèle multi-activité. Le modèle multi-activité, pour le coup, il a l'avantage de pouvoir s'adapter à tous les espaces, que ce soit les espaces bâtis et les espaces naturels du site historique dans lequel on se trouve. Donc, de déployer des activités partout. Et en fait, c'est parce qu'on déploie des activités partout qu'on va restaurer l'ensemble. Évidemment, si dans un site historique, on garde simplement la belle cour du Jeu de Paume de Villers-Cotterêts, et ben, en fait, il y a assez peu de raisons de convaincre derrière des financeurs ou des opérateurs de venir investir dans les autres espaces. Donc ça, c'est vraiment un point central. Mais évidemment, donc ça, c'est un modèle qui marche bien, mais il est beaucoup plus complexe. Il est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, on va avoir une multitude d'activités qui vont se partager sur le site. Et donc, peut-être pour vous montrer un petit exemple qui n'est pas très optimal, mais là, c'est un exemple de répartition d'activités sur un site historique rural et calendrier d'occupation de ces espaces. On voit à quoi ça ressemble le fait d'additionner plusieurs activités dans un site historique. Et évidemment, la complexité que ça va avoir en termes de gestion, évidemment, de gestion des ressources humaines, en termes de développement, à quel rythme on développe, est-ce qu'on développe tout en même temps, est-ce qu'on peut développer tout en même temps ou pas. Et puis, se posera évidemment la question de quelles activités il faut développer dans un site comme ça, parce qu'on a beau vouloir aller vers des multi-activités, c'est aujourd'hui très compliqué pour ces sites-là de s'en sortir. Et donc, la première question évidemment qui se pose, c'est quelles activités on développe dans quels espaces, avec quel calendrier, et derrière avec quels opérateurs, avec quel mécanisme de cohabitation pour les différents occupants, et puis quel financement on peut aller chercher pour les financer. Donc là, c'est voilà, vraiment
j'en ai simplement mis 3 dans chaque cas de figure, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc, les bénéfices, c'est d'abord qu'on s'adapte aux contraintes techniques de l'intégralité des espaces bâtis et naturels, et que donc là, on rejoint aussi cette question de l'usage avant l'aménagement. La deuxième chose, c'est qu'on va fiabiliser des revenus, et ça c'est particulièrement important dans des zones rurales, parce qu'on va pouvoir amortir du coup des effets de saisonnalité qui seraient présents avec des activités purement touristiques ou d'hébergement. Donc on va réussir à animer un site sur toute l'année, ce qui est aussi un des enjeux clés de la survie de ce modèle. Et puis, en fait, tout ça, ça va avoir un effet fort sur quelque chose qui est une des grandes problématiques de ces sites isolés en zone rurale, c'est comment est-ce qu'on arrive à devenir une destination. Comment est-ce qu'on attire des publics dans son site quand on n'est qu'un hôtel ou qu'un Fab Lab même, et ben c'est compliqué en fait de devenir une vraie destination. En revanche, quand on est un modèle multi-activités, qu'on a des activités agricoles, de maraîchage, des activités de Fab Lab, des activités de coworking, des activités de formation avec de l'hébergement, et ben d'un seul coup, ça devient très intéressant pour beaucoup de publics de venir sur place parce que le site va devenir en quelque sorte, en lien évidemment avec son écosystème et son territoire, autosuffisant et va justifier qu'on se déplace jusqu'à lui. Donc ça, c'est quelques-uns des principaux bénéfices, il y en a beaucoup d'autres. Et sur la partie des contraintes, pareil, j'en ai simplement retenu 3 pour aujourd'hui. Il y a évidemment le fait qu'on démultiplie le nombre de cibles marketing, donc ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher des publics sur ces sites-là. On va complexifier toute la gestion du site, que ce soit en termes d'opérabilité, en termes de ressources humaines, etc. Et puis, l'offre va devenir assez peu lisible pour les financeurs. Les financeurs, alors on parle toujours beaucoup des subventions, mais quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres types. Exactement, il y a beaucoup d'autres types de financement qui sont disponibles pour le patrimoine, et il y a quand même aussi un objectif de sortir le patrimoine de ce simple recours permanent à des aides, que ce soit du mécénat ou des subventions. Et pour ça, il faut aujourd'hui l'écosystème financier n'est pas adapté à la complexité du patrimoine, et donc il y a un petit peu de mal, notamment à comprendre ces lieux où il y a beaucoup d'activités différentes, où en fait on va avoir simplement 7 ou 8 hébergements, alors que dans l'hôtellerie, on ne regarde pas s'il y a moins de 30 chambres, où il va y avoir un espace coworking avec seulement 4 ou 5 bureaux, donc bien en dessous des standards du marché, et où on va cultiver 3 hectares de maraîchage et pas 10 ou 15 ou 100. Et donc là, on rentre dans toute une question de difficulté pour les financeurs à comprendre, à lire les business plans qui vont être adossés à ces sites-là, et qui donc est une des contraintes majeures aujourd'hui. Et à la fin, donc, les quelques grandes problématiques sur lesquelles j'aimerais revenir avec peut-être quelques cas d'exemples. La première, donc, en fait, comment est-ce qu'on fait, évidemment, quand on a tous ces bénéfices et toutes ces contraintes pour s'en sortir? Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réponse qui s'appelle la méthodologie. Et quand on suit une bonne méthodologie, on peut réussir à trouver une solution à tout ça. C'est pour ça qu'on a un cabinet de conseil, c'est que nous, on a développé des méthodologies en interne qui nous permettent d'accompagner des propriétaires ou des gestionnaires de sites historiques, que ce soit des collectivités, que ce soit des particuliers, que ce soit des associations ou des fondations, que ce soit des entreprises qui ont des sites historiques, à trouver des réponses aux grandes problématiques qui vont se poser. La première, c'est une fois qu'on a dit ça, quelles activités il faut développer, dans quels espaces, pour faire fonctionner, et quelles activités vont bien fonctionner entre elles. La deuxième, c'est à quel rythme le projet doit se déployer, puisque on l'a vu, c'est quand même compliqué de développer d'un seul coup 10 activités en parallèle sur un site historique. Et puis, la troisième sur laquelle je vais revenir, c'est quel financement on peut aller solliciter pour ce type de projet. Ça fait une série d'autres problématiques dont on n'aura pas le temps de discuter maintenant, mais qui sont aussi intéressantes à traiter. Donc, je vous propose 3 exemples, 3 cas de sites historiques qu'on a accompagnés sur chacune de ces problématiques-là. Pour la première problématique, on verra sur le cas d'une abbaye en Normandie et sur comment est-ce qu'on a pu définir quelles étaient les activités qu'il fallait y développer. Pour la deuxième question, qui était le rythme de développement, on reviendra sur le cas d'un domaine historique en Nouvelle-Aquitaine et sur la manière la bonne méthode qui permet de développer en parallèle ou de manière successive ces différentes activités. Et puis la troisième problématique est celle du financement. On verra sur le cas d'un château
dans les Hauts-de-France. Donc, sur la question des activités et de quelles activités il faut développer dans un site historique, on a beaucoup parlé lors de cette rencontre de la manière dont un site historique vivait avec son territoire, avec l'écosystème qu'il pouvait former autour. Pour nous, il y a aujourd'hui, donc ça c'est évidemment un des points clés de la méthode, mais pour nous il y a vraiment un triptyque qui permet de déterminer les bonnes activités à développer. Ce triptyque, c'est les propriétaires ou les gestionnaires du site, quelles vont être la vocation que eux veulent donner à leur site, puisque on est quand même sur des sujets liés à des sujets culturels et donc dans lesquels c'est pas des personnes qui viennent là pour on n'est pas chez McKinsey, chez Rothschild, on va pas faire fortune en général dans ces modèles de multi-activité, donc ça va beaucoup compter de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de, quelle énergie on a envie de mettre dans des projets et sur quel projet on a des compétences réelles qu'on peut apporter et qui vont permettre aussi d'être une clé de succès dans le déploiement du projet. Le deuxième point du triptyque, c'est le territoire. Et donc là, c'est vraiment de mener une analyse très approfondie de ce territoire, de comprendre dans quel écosystème on se situe, comment le site historique aujourd'hui est en relation avec les différentes parties prenantes, que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités, des riverains, etc. Et alors là, typiquement, dans l'église de cette abbaye normande, dans l'exemple de cette abbaye normande, on était sur un territoire rural qui avait comme problématique de vouloir passer sa cantine intercommunale en circuit court. Et on avait par ailleurs dans le site un atout majeur du site qui était l'existence de serres et de toute une partie maraîchère et potager qui était liée à des activités passées. Et donc là, on avait une capacité immédiate à répondre à un besoin très clair du territoire qui était comment est-ce que moi, maire de l'intercommunalité locale, je fais pour trouver des fruits et légumes en circuit court, ce qui est mon plan de développement pour les 10 années qui viennent. Et on a précisément un site dans lequel on va avoir des propriétaires qui ont une passion et des compétences autour de l'horticulture, qui peuvent du coup déployer aussi sur des questions maraîchères. On a déjà des infrastructures en place, et donc on trouve tout de suite une première réponse à un besoin très concret du territoire, qui est de servir un besoin de la communalité, de l'intercommunalité. D'autres cas de figure qu'on pourrait prendre, c'est par exemple typiquement un boulanger industriel qui utilise, on a eu le cas dans un château aussi en Normandie, qui utilise de l'huile de palme aujourd'hui dans une grande partie de ses fabrications et qui sait que l'huile de noix peut être une manière de remplacer cette huile de palme dans ses circuits de fabrication. On a un site historique très proche qui a des grands espaces qui ont été historiquement envergés mais qui ne le sont plus, qui peuvent, il faut que des rapports agronomiques nous permettent de savoir qu'on peut y faire pousser des noyers de manière intéressante. Et là, à nouveau, on a tout de suite une réponse très claire à un besoin du territoire dans lequel le site historique peut s'insérer. Et donc, le troisième point de ce triptyque dont je parlais, c'est les atouts du site. Et là, vraiment, avoir une compréhension très fine de quels sont les espaces bâtis naturels dont on dispose, quels sont leurs points forts et leurs faiblesses, et comment, à partir de ça, on peut aussi identifier des activités qui vont rentrer en résonance avec le territoire et avec les atouts des porteurs de projets. Donc ça, c'est une première réponse sur la partie des activités et des méthodes qui peuvent permettre d'identifier les activités à déployer dans les différents espaces. La deuxième question, qui était celle du rythme de développement, on va en fait pas mal rejoindre ce que disait Mme Langlois tout à l'heure sur alors nous, on va plutôt appeler ça le learning by doing, mais sur la manière dont des expériences, de manière itérative, comme on le fait beaucoup dans le milieu des entreprises innovantes, on peut, par des phases de test, et donc on propose en général, comme vous le voyez là, sur cette slide de développement, on présente généralement un grand nombre de phases de test sur pas mal d'activités pressenties. Comment, à travers ces phases de test, on peut venir confirmer très rapidement ou pas une activité et donc réitérer à partir de ça pour voir si en fait il faut complètement changer, s'il faut simplement adapter quelques-uns des paramètres pour y parvenir. Donc là, voilà, il y a vraiment cette possibilité de faire de l'itération et de penser les usages avant l'aménagement. Et puis, le dernier point, qui est celle des financements.
Aujourd'hui, donc on a parlé aussi juste avant, de savoir comment est-ce qu'on vient financer des personnes ou des opérateurs qui participent à la cohésion sociale, qui créent du lien social et pour lesquels, en général, il n'y a pas forcément de retour sur investissement prévu par le marché. On a aujourd'hui quand même toute une batterie, que ce soit de subventions à l'échelon local, départemental, régional, européen, toute une batterie de typologie de financement participatif, de mécènes institutionnels, entreprises, des fonds d'investissement public parapublic, comme ce que va porter la Banque des Territoires avec la Caisse des dépôts, ou des fonds d'investissement privés qui vont s'intéresser au patrimoine, donc ça va avoir un prisme hôtelier, touristique, agricole. Toute la partie de la dette, quand même, avec des banques qui peuvent comprendre certaines activités qui donc peuvent accompagner une partie d'entre elles, et puis sinon des fonds de dette qui vont commencer à se créer, en général à nouveau en partenariat avec des institutions locales, que ce soit des caisses de crédit agricole ou des collectivités, pour aller financer en prêt des activités sur lesquelles les banques ne voudraient pas aller parce qu'elles considèrent que le risque est trop élevé. Et puis, un certain nombre de financements innovants qui sont mis en place progressivement. Un exemple, par exemple, c'est le bail forestier qui va permettre à un propriétaire de vendre un arbre sans vendre le foncier et de toucher tout de suite un revenu décoté de cet arbre pour développer une activité ou pour restaurer un espace. Donc, il y a déjà toute une mixité de financements qu'on peut aller solliciter pour ces projets-là et qui peuvent venir se renforcer les uns les autres. Et puis, on a toute une mixité de thématiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors là, j'en ai mis simplement quelques-unes qui étaient liées à l'exemple de ce château dans lequel il y avait toute une partie qui était dédiée à l'environnement, au numérique, à la question de la culture et de l'éducation, à la question de la réinsertion aussi, qui va peut-être pas en direct là-dessus. Et donc, comment est-ce que ces différentes thématiques peuvent permettre d'agréger des subventions différentes, des prix ou des dons assez différents, puisque le mécénat s'est beaucoup professionnalisé, et donc on a des fondations qui ont aujourd'hui des plans de financement à 5 ans où elles vont aborder des thématiques très précises, et donc avec ces différentes thématiques, en fait, on peut rattacher le patrimoine à plein de fonds de mécènes différents. Et pareil, sur les autres financements dont on parlait, que ce soit les fonds d'investissement, les banques, etc. Voilà. Parfait. Merci Céline. Nous allons passer maintenant plutôt au caractère social du tiers-lieu et à son utilité sur le territoire d'un point de vue social avec Marie Fauquet de CIECO. Merci, bonjour à toutes et à tous. Comment faire la transition? Alors, on a parlé beaucoup de mécénat, de financement, de modèle économique. CIECO, dont je vais vous dire quelques mots, effectivement, est une entreprise privée qui ne touche absolument aucune subvention à l'heure actuelle, qui y travaille, parce qu'on vous a expliqué que c'était mieux. Ça rendrait notre activité plus crédible que de s'autofinancer. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que, je vais présenter un petit peu CIECO, mais peut-être certains ou certaines d'entre vous se sont déjà rendus dans des lieux qui sont gérés par CIECO, la Cité Fertile, la recyclerie, le pavillon des canaux ou la machine et le parabole. Est-ce que je peux savoir si vous êtes déjà allés? Ah ben voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est très bien, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. CIECO est une entreprise ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, créée en 2008 par 3 personnes qui ont créé, il y a 30 ans tout juste, en 1992, Glazart. Donc vous parliez tout à l'heure, Madame Langlois, de ces précurseurs de tiers-lieux qui viennent du milieu culturel. Donc CIECO a été créé par Stéphane Vatinel, Peggy Skudlarek et Martin Liot, qui faisaient partie d'un collectif, d'une association qui a monté Glazart, ensuite qui a monté le Divan du Monde, ensuite qui a monté le Comptoir Général, et puis qui a créé CIECO pour continuer à démultiplier ce type de projet. Donc, entreprise solidaire d'utilité sociale, ça veut dire que c'est une SARL qui s'est dotée d'une mission d'utilité sociale, et comme son nom l'indique, c'est une mission qui a pour objectif de rejoindre un intérêt collectif, donc de répondre sur des tiers-lieux dans un besoin de territoire ou un besoin de la société. Et ce qui est important par rapport aux différents témoignages qu'on a pu entendre précédemment, c'est effectivement ce rôle social du tiers-lieu qui, pour nous, est absolument primordial et indissociable de la mission du tiers-lieu. On peut parler d'usage, on peut parler d'activité, on peut parler de modèle économique, on peut parler d'agencement, de boîtes, d'aménagement.
mais sans, à un moment donné, évoquer la mission d'utilité sociale, c'est-à-dire le service rendu au territoire et à la collectivité dans son ensemble, en termes de mixité sociale, en termes d'inclusion, et en termes d'un point qui nous tient très à cœur chez Signoco, c'est la possibilité pour les habitants, en créant ces espaces, de s'investir dans de nouveaux modes de vie pour favoriser la transition écologique. Finalement, pour nous, le tiers-lieu, sans ces paramètres-là, n'a pas de sens et n'a pas de vraie raison d'être. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parliez en introduction des tiers-lieux recensés par France Tiers-Lieu au cours de la mission Coworking en 2018. Aujourd'hui, on est plutôt à 2500, 3000. Et c'est vrai que sur les premiers 1800 tiers-lieux recensés, on était à 60% de tiers-lieux de travail, qui sont des lieux ouverts potentiellement de 8h du matin à 18h, 19h. Et sachez que selon l'INSEE, 54% des gens ne travaillent pas. Vous avez mécaniquement 25% des gens qui ont moins de 20 ans, 25% des gens qui ont plus de 60. Alors effectivement, il y en a qui travaillent plus jeunes, il y en a qui travaillent plus tard. Mais voilà, 54% des gens ne travaillent pas. Que faisons-nous de la notion de tiers-lieu pour 46-47% de la population? Pour nous, ça n'est pas recevable ou valable. Donc, je vous le disais, Signoco aujourd'hui accueille avec ce modèle, avec ces lieux qui sont des lieux ouverts au public et qui sont du coup des lieux ouverts 7 jours sur 7, le matin et le soir, plus de 735 000 personnes donc, sur les lieux qui sont créés en Île-de-France. Des personnes qui viennent effectivement se retrouver, se rassembler, assister à des conférences, des ateliers, parfois travailler, mais ça n'est pas la fonction principale. Et puis, chercher des moyens de se nourrir pour participer ensemble à la construction localement d'une société plus soutenable, plus durable. Et c'est très important de se le dire parce que j'ai une autre question à vous poser. Qui parmi vous est investi au titre de bénévolat ou autre dans une association ou dans une activité liée à la collectivité qui peut être élue aussi parmi vous ou investi dans la mission de sa ville ou de son territoire? Voilà, plus de la moitié. Et effectivement, j'imagine qu'à travers vos activités, on ne peut pas dissocier sa vie professionnelle et puis sa vie privée totalement. Et les tiers-lieux, à un moment donné, en tout cas ceux que nous concevons, ont cette mission-là de permettre aux habitants d'un territoire d'utiliser ces espaces communs pour y faire des choses qui répondent justement à des besoins qui ne sont pas exclusivement des besoins liés à votre travail de 9h à 18h. Et c'est très important du coup pour nous, cette mission, cette dimension économie sociale et solidaire, on ajoute le E de économie environnementale, sociale et solidaire, faire se dire, on crée un certain nombre d'activités, un certain nombre d'usages dans nos lieux, mais qui vont être mis à disposition aussi des gens pour qu'eux-mêmes viennent participer à l'animation, à la création du lieu, à la vie et à la vie de la communauté et de la ville. C'est très, très important parce que ce sont ces espaces communs qui vont permettre à un territoire de se transformer, à des liens de se tisser, à des gens de se rencontrer, etc. Je ne sais pas ce que vous disiez, Madame Langlois, justement sur la notion de patrimoine culturel commun. Et patrimoine culturel, je suis très, très heureuse de l'avoir entendu de vos bouches au ministère de la Culture et au SAMEN, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de la monoculture au sens les arts qui sont effectivement par guichet très bien organisés, mais de la culture au sens de la définition qu'en fait l'UNESCO sur ce patrimoine culturel, patrimoine religieux, la gastronomie, l'horticulture, la permaculture, enfin tout ce que nous partageons en commun et qui peut nous permettre en fait de revendiquer quelque chose de socle et qui nous lie les uns aux autres. Du coup, sur mon intervention sur le rôle ou les retours d'expérience du tiers-lieu, ce que je voulais éventuellement vous présenter, c'était ce sur quoi nous mettons l'emphase dans nos lieux. Donc, effectivement, on a beaucoup parlé d'aménagement à travers les interventions précédentes. La programmation, pour nous, recouvre 3 dimensions. Cette dimension d'aménagement, c'est-à-dire de programmation d'usage. On va organiser l'espace de telle manière que s'y crée ou s'y retrouve un certain nombre d'activités qui vont être complémentaires dans l'espace ou qui vont être complémentaires dans le temps, c'est-à-dire qu'à certains moments de la journée où personne ne viendrait pour des activités type marché, festival, etc., les week-ends, vous pouvez accueillir des scolaires, vous pouvez faire des visites pédagogiques, vous pouvez accueillir d'autres publics. Donc, il y a une chronotopie des usages et il y a un aménagement aussi dans l'espace. L'autre pilier de la programmation, c'est pour nous la programmation locale, c'est-à-dire cette utilité sociale au niveau vraiment
du bassin d'habitants qui est directement concerné par le tiers-lieu. Et puis, la notion, enfin, de programmation plus culturelle, avec, c'était amusant tout à l'heure dans votre présentation des tiers-lieux, vous avez dit, on peut parler plutôt d'animation que de programmation. Et alors, chez Signoco, nous revendiquons le mot programmation, en fait, parce qu'en fait, c'est bien en programmant des temps, c'est bien en programmant des événements et des activités que l'on arrive à animer un réseau, qu'on arrive à animer une communauté. Et je ne sais pas si c'est exactement le même terme de programmation. Oui, exactement. En tout cas, ce qui nous semble important, c'est d'appliquer quelques préceptes qui sont le premier, décloisonner les usages, c'est-à-dire voir effectivement l'espace comme un espace commun que tout le monde peut s'approprier. Et ça, je crois que vous en avez fait chacun la démonstration, chacune aussi. Désacraliser la fonction, quand on parle des lieux patrimoniaux, effectivement, on va avoir des fonctions qui sont des fonctions principalement de conservation du patrimoine et de mise en avant de notre culture patrimoniale, mais aussi destination touristique. Et en fait, la notion de destination locale nous semble extrêmement importante aujourd'hui, et vous l'avez évoqué dans l'exemple de Villers-Cotterêts tout à l'heure. C'est primordial que ces lieux soient des lieux de destination locale pour les habitants d'un quartier ou d'un territoire. Et le troisième D, si on veut fonctionner avec des méthodologies, c'est peut-être de démocratiser la culture avec cette idée de faire rentrer des activités d'éducation populaire, de programmation que nous appelons la programmation éco-culturelle, pour vraiment toucher tout le monde, puisque une personne sur 4 se rend au cinéma dans l'année. On peut imaginer que plus de personnes peuvent venir sur un atelier, quelque chose de faire avec ses mains pour réapproprier des savoir-faire et des savoirs, tout simplement. Moi, je vous ai préparé quelques exemples ici pour illustrer mon propos sur des lieux que vous connaissez en partie. Donc ici, vous êtes à la Recyclerie. La Recyclerie, qui est un lieu qui a été créé en 2014 sur les rails de la Petite Ceinture, donc lieu de patrimoine qui a été réinvesti. Enfin, ce programme de réaménagement et de réinvestissement de la Petite Ceinture a commencé en 2006 et à la faveur de concours, initiés par la Ville de Paris et SNCF Immobilier. Et à la faveur de concours et d'appels à projets, Signoco s'est positionné sur la gare de la Porte de Clignancourt. Et vous voyez, on a investi les quais en créant un milieu de verdure et un potager, une ferme urbaine qui a une vocation pédagogique. On y a créé un atelier de réparation puisque c'est un lieu qui est dédié à la sensibilisation sur l'éco-responsabilité. Et on a au milieu une espèce de café-cantine qui peut se transformer en lieu d'événementiel, en lieu culturel. Et on a aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, sur les rails, la possibilité d'investir les rails pour y laisser entrer en fait d'autres types de programmation culturelle, comme ici un festival de cinéma le soir qui s'appelle Gare au Doc et qui est dédié à des documentaires sur la transition écologique. Donc, ce sont des exemples de ce que l'on peut faire dans l'espace. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un espace de 600 m² intérieur et 1500 m² extérieur. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire rentrer le vivant dans les lieux, et nous, c'est le vivant sous toutes ses formes, le vivant animal, puisque nous sommes tous des animaux, et l'été, nous avons besoin de prendre la lumière du soleil, et l'hiver, de nous retrouver à l'intérieur, et nous mettons un point d'honneur dans les lieux que nous imaginons, que nous concevons, que nous exploitons, à vraiment avoir cette double possibilité de lieu intérieur et de lieu extérieur. C'est absolument fondamental, et on se rend compte qu'en hiver, on est capable de mettre des pulls, des écharpes, des gants et des bonnets, et que ça marche aussi très très bien, et le vivant dans toute sa dimension organique et physique est très très important. Et donc la réhabilitation d'un lieu comme la gare Ornano de la Recyclerie, c'est 1,2 million d'euros de travaux, donc un budget somme toute très 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 modeste quand on compare après derrière au nombre de personnes qui arrivent chaque année. Alors, on n'est pas sur les mêmes contraintes architecturales que certains lieux patrimoniaux, on est tout à fait d'accord. Mais en fait, voilà, il y a cette idée effectivement de sérendipité, de choses qui n'existaient pas au début du projet, qui s'inventent et qui se construisent et qui se font au fur et à mesure et qui font vivre le lieu au fur et à mesure que les habitants, les adhérents de l'association, etc., se l'approprient et trouvent des idées. Autre lieu que je voulais vous montrer, c'est le pavillon des canaux. Il est un peu plus confidentiel et moins connu. Il se trouve sur les bords du canal de Lourdes. Il a été créé en 2015. Et dans ce lieu, qui est une toute petite maison, qui était la maison du douanier du canal, moi j'appelle un peu une maison de poupée, puisque les pièces sont minuscules, etc. On arrive quand même, en termes de programmation, à faire des choses aussi variées
que des expositions. En ce moment, je vous invite à aller voir l'exposition de l'illustratrice Liv Stormquist, qui est une illustratrice de bande dessinée qui a posé ses œuvres un petit peu partout dans le pavillon. Ce qui est très important, c'est sur la notion de désacraliser dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur un lieu qui n'est pas un lieu patrimonial, effectivement, avec des éléments architecturaux à protéger, à sauvegarder, mais néanmoins, on a quand même joué le jeu de l'ouvrir au public et vous avez cette exposition au milieu des gens qui déjeunent et qui boivent, etc. Et ça doit être quelque chose riche d'enseignement, je pense, pour les lieux patrimoniaux, de se dire qu'il faut accepter d'ouvrir, il faut accepter d'ouvrir la porte, il faut se mettre effectivement des garde-fous, des points de vigilance, mais le patrimoine doit être vivant et doit être habité par ses habitants, par nous, par des êtres vivants. Il peut y avoir des dégâts, mais en fait, je vous assure que du témoignage des fondateurs de Signaux Locaux, en 30 ans d'exploitation, il y a plus de belles histoires que de rubriques au journal, des chiens écrasés, etc., à signaler. Et donc, on est vraiment sur des belles histoires. Je ne sais pas le bon terme, pardon, mais voilà, il y a beaucoup plus de belles histoires et la confiance est un élément très, très important dans l'ouverture des lieux parce que, voilà, on compte sur les doigts d'une main les mauvaises aventures. Et voilà, donc on y organise des rendez-vous avec des femmes qui viennent parler entre femmes sur des notions d'écoféminisme ou de mixité. On vient travailler, on vient déjeuner. Voilà. Je ne vais pas vous rentrer plus dans les détails. Je voulais simplement vous parler aussi de ce qu'on pouvait projeter dans des lieux effectivement plus isolés, plus éloignés, plus en ruralité. On a répondu avec plusieurs groupements, puisqu'aujourd'hui, effectivement, Signaux Locaux est dans une phase de transmission de son savoir-faire et de son expertise à travers le campus des tiers-lieux. Et donc, on a répondu à cet appel à projet de réinventer le patrimoine. On a pu commencer à ébaucher un début de réflexion sur un lieu qui est à Libriand, près d'Angers. Donc, un site patrimonial qui est encore en activité sur une partie du site avec un grand haras qui fonctionne. Et d'autres espaces, d'autres dépendances dont on se demande aujourd'hui comment y faire venir des publics, comment faire en sorte que les habitants et les habitantes puissent se le réapproprier et en faire un lieu de vie. Donc, vous avez ici effectivement un certain nombre d'usages que je ne vais pas forcément détailler puisqu'on en a vu pas mal à travers différentes propositions. La seule chose qui est importante en fait à dire, c'est que la plupart du temps, quand on intervient sur ces missions-là, c'est assez facile de faire de la conception et d'imaginer des usages. C'est assez facile de dire « Ah bah tiens, là, on voit bien un restaurant, un atelier de réparation, un Fab Lab, etc. » Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Et le plus difficile, et ce qu'on constate au quotidien, bah, c'est de le faire vivre, c'est de l'animer, c'est d'avoir la personne qui, tous les matins, va ouvrir la clé, l'autre qui va nettoyer, l'autre qui va fermer, qui va se rendre disponible pour les demandes entrantes, pour les gens qui veulent y faire des choses, les gens qui y projettent une envie, une activité. Et aujourd'hui, finalement, c'est tout ce travail à la fois d'exploitation, de gestion, de travail avec effectivement une partie de l'activité économique, pardon, parce que je suis pas revenue dessus, mais nous, l'activité économique qui nous permet de faire des choses, c'est principalement l'activité de café-restaurant, qui est une activité assez accessible à tout un chacun, en tout cas en termes de prix, si on veut mettre un prix sur les personnes qui fréquentent les lieux, un ticket moyen, pardon. Et donc, ces activités-là, il faut les gérer, il faut gérer les personnels qui vont derrière, il faut s'occuper du lieu, il faut le programmer, il faut y faire venir du monde. Et c'est toute la complexité de nos métiers, c'est tout aussi leur intérêt. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un beau concept et puis après, on se dit, voilà, c'est modélisé, on duplique à l'infini. Puisque je vous l'ai montré sur un territoire comme Paris, vous avez deux lieux qui sont très, très différents l'un de l'autre et qui, en plus, ressemblent de plus en plus et s'ancrent de plus en plus dans leur quartier. Donc, comment on fait ça? Ça, pour le coup, nous le modélisons doucement à travers le campus des tiers-lieux où on le transmet, on forme en fait des porteurs de projets, on forme des exploitants, on forme des gérants, on forme des chefs de projets culturels qui vont pouvoir après être en charge en fonction de chaque mission, de chaque projet, de l'animation de la vie d'un lieu. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Pour clôturer ce panorama, on va appeler le 104, donc Madame Guest, qui, vous avez été appelé par un certain nombre de collectivités territoriales. Ce succès, rançon du succès, le succès du 104. Et donc, vous allez, après la multiple possibilité qu'on a pu voir là, des tiers-lieux, nous montrer un petit peu qu'il faut aussi mettre en garde
sur le caractère parfois très aguicheur que peut avoir le tiers-lieu pour certaines collectivités. Qu'est-ce qu'on y met vraiment derrière et quels moyens surtout on y met à long terme? Oui, c'est vrai. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Du coup, moi, je voulais vous parler de... Je voulais vous parler donc, de trois choses. Donc déjà du 104. Qu'est-ce que le 104 qu'est-ce qu'on y fait pourquoi le 104 peut être considéré comme un tiers-lieu, mais aussi pas comme un tiers-lieu. Ensuite, et pourquoi en fait, ensuite, nous, on est beaucoup venus nous chercher justement pas pour reproduire, mais pour s'inspirer, pour en tout cas prendre des éléments du 104 et les amener dans d'autres projets. Donc, je vais vous expliquer comment on a créé donc, cette idée d'ingénierie culturelle. Et enfin, dans un dernier slide, je voulais vous parler d'un projet en particulier sur lequel on a été sur un marché auquel on a répondu, qui est la question des laboratoires éclairs à Épinay-sur-Seine, et un petit peu vous expliquer un peu l'histoire du projet, où ça en est, et, voilà, et à travers ce projet, montrer un petit peu les écueils qu'il peut y avoir, et puis voilà, comment aussi bien faire les choses, puisque les projets de tiers-lieu, ça se décrète pas, c'est pas parce qu'on a un espace que on va décider de faire un tiers-lieu, ça va fonctionner, il y a des règles à respecter, il y a une méthodologie. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Voilà, il faut aussi parfois prendre le temps. Tout n'est pas possible n'importe où. Donc, voilà. Donc tout d'abord, pour revenir un petit peu sur le 104, même si je pense que beaucoup le connaissent ici, le 104, c'est un établissement public de la ville de Paris, donc, mais c'est aussi d'abord un bâtiment. Donc, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'aient vu en tout cas ce jour. Donc, c'est un bâtiment qui date du 19e siècle, ça fait 39 000 m², donc c'est assez grand. C'est un 4 hectares quand même. C'est un bâtiment qui a été pendant très longtemps les pompes funèbres de la ville de Paris, dont l'activité a périclité à partir du moment où ils ont perdu le pôle en fait, municipal. Et donc, la précédente administration de la ville de Paris, de la MOE, a lancé un grand projet de réhabilitation de ce bâtiment. Et donc, de bâtiments de pompes funèbres inoccupés, on est passé à un projet artistique et culturel implanté, ancré dans un territoire qui est celui du 19e arrondissement, qui est un territoire très, très dense, très mixte, très populaire, très jeune aussi, très pauvre. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, le 104, c'est un lieu artistique, et c'est finalement pas forcément un tiers-lieu, mais nous, on s'appelle le lieu infini d'art, de culture et d'innovation. Donc, pourquoi lieu infini? Pour une raison très simple, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est parce qu'on a été invité en fait à participer donc en 2018 à la Biennale d'architecture de Venise par Encore Heureux, une agence d'architectes qui avait gagné la direction artistique en fait du pavillon français et qui en fait comme thématique avait choisi de travailler sur la notion de lieu infini qu'ils ont développé, qu'ils ont créé, et ils ont invité 10 lieux comme ça, qui pour eux parlaient du fait de comment finalement aujourd'hui il faut dépasser, il ne faut pas construire des bâtiments, mais il faut construire des lieux. Comment un lieu peut n'être pas fini, donc à la fois dans ses usages, dans ses contenus, la capacité qu'il a de se réinventer, de construire du commun. Et donc du coup, on a rejoint cette aventure avec Encore Heureux et plein d'autres lieux et plein d'acteurs qui se sont aussi agrégés autour de ce projet. Voilà. Aujourd'hui, le 104, c'est donc un lieu artistique qui accueille un certain nombre d'activités. Donc, du coup, dont la manière en fait, de gérer le quotidien peut être aussi beaucoup de caractéristiques d'un tiers-lieu, donc notamment deux grandes caractéristiques qui sont la coactivité, c'est pas en parler beaucoup. Donc, on accueille à la fois des gens qui sont au travail, puisqu'il y a beaucoup de résidences artistiques. On diffuse des spectacles, on produit des expositions, il y a des boutiques, et avant tout, c'est aussi un espace public, c'est-à-dire que c'est un espace qui est traversant, on peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre, on vient au 104 sans montrer patte blanche, comme disait Valérie tout à l'heure, mais c'est-à-dire on ne vous demande pas ce que vous venez faire en fait quand vous rentrez en 104. Vous pouvez venir dans le lieu sans avoir une activité dédiée, vous pouvez juste venir vous poser, pique-niquer, faire en fait ce que vous voulez. Il s'avère que beaucoup de gens qui pratiquent le lieu, pas pour une activité dédiée, viennent y faire des pratiques artistiques amateurs, qu'on appelle nous des pratiques spontanées. Donc les gens en fait s'auto-saisissent des espaces. Il y a toujours un espace qui est disponible pour eux dans le 104. On y accueille aussi il y a aussi un incubateur de jeunes startups, d'entreprises à la misère entre la création et l'innovation.
Voilà, donc on a un certain nombre d'activités et du coup, donc un peu comme un tiers-lieu en fait, et du coup, toute l'idée, c'est, et la richesse du 104, c'est comment faire pour que tout ça fonctionne ensemble et ne soit pas juste en cohabitation, mais puisse aussi être en synergie, se rencontrer, discuter, pas forcément toujours, mais aussi puisse comme ça produire un écosystème. Et une deuxième aussi caractéristique très importante des tiers-lieux, c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire au 104, comme dans les tiers-lieux, il y a un élément qui est indispensable, souvent pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de toujours se réinventer et ne pas finalement dédier des espaces à une activité qui serait que celle-là, et sans pouvoir revenir en arrière. Nous, tous nos espaces ils sont imaginés comme pouvant accueillir des activités multiples. Des espaces qu'on accueille à la fois des expositions, mais aussi on peut privatiser un espace, on peut l'ouvrir. Voilà. Donc, tout est pensé à la fois en termes d'équipement technique, en termes de gestion aussi quotidienne, hein, puisque en fait, toutes les semaines, on a une réunion, il y a l'ensemble une partie de direction qui gère vraiment le quotidien du lieu qui se réunit, et on réécrit en fait toute la scénographie du lieu. C'est-à-dire, on décide que telle entrée va être à tel endroit, qu'on va faire passer les gens de l'autre côté parce qu'il y a un spectacle ou un concert qui va faire du bruit, mais là, du coup, il ne faut pas déranger les commerces, donc comment on fait? Et voilà, toutes les semaines, on est obligé en fait de se réinventer et de retrouver vraiment une scénographie différente. Donc voilà, ensuite, bon, j'ai voulu mettre des chiffres clés aussi pour se rendre compte de ce que c'était le 104 aujourd'hui. Donc, je vais juste dire, voilà, aujourd'hui, on est quasiment une équipe de 100 personnes, donc c'est vraiment un lieu beaucoup de monde. Il y a entre 200 et 250 personnes qui travaillent au quotidien en 104, si on compte l'ensemble des entreprises, des artistes qui sont en résidence. On accueille 300 à 350 équipes artistiques en résidence tous les ans. Voilà, on a à peu près, donc ça fait une douzaine d'années qu'on existe, et c'est un budget de 16 millions d'euros, donc c'est un gros budget. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que dans ce budget-là, il y a la moitié qui est, un peu moins de la moitié qui provient de la subvention de la ville de Paris, et que l'autre moitié, c'est finalement du financement propre, qui est beaucoup de billetterie, de la commercialisation des espaces, c'est-à-dire privatiser les espaces, louer les espaces, mais aussi toute une activité dont je vais vous parler après, d'ingénierie et d'innovation, qu'on a développé au fur et à mesure, puisque beaucoup justement de collectivités, de ministères, de délégations étrangères, à travers les ambassades, les instituts ou autres, sont venus nous voir en fait et nous ont posé la question de, voilà, en visitant le lieu, comment vous avez fait pour faire un lieu qui est ouvert sur le territoire, qui est accessible et qui en même temps propose une programmation artistique à ambition internationale et qui a une économie aussi mixte. Évidemment, très rapidement, même immédiatement, à la fois par honnêteté intellectuelle et puis parce qu'un modèle ne peut pas être transposé en l'état, on n'a jamais pu répondre simplement à cette question-là sur un bout de table. Donc, on a tout de suite désamorcé les choses en disant que le modèle n'était pas transposable, notre méthodologie était transposable. On pouvait se baser sur les expertises du 104. Comment ? Oui, c'est en général, c'est Et donc, l'accord intellectuel. Voilà. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, on a commencé à constituer finalement une sorte d'offre, une sorte de petite équipe, un petit noyau dur, qui faisait partie Valérie au début, et même pendant 50 ans. Et donc, du coup, on a commencé à constituer comme ça un petit noyau qui nous a permis finalement de constituer aussi une réponse adaptée à chacune des situations, puisque, comme je disais tout à l'heure, chaque contexte est extrêmement différent et c'est très compliqué de reproduire un modèle. Donc aujourd'hui, dans l'ingénierie culturelle, en fait, on est une équipe d'une dizaine de personnes. On est comme une sorte de courroie de transmission où on va s'appuyer en fait sur l'ensemble des expertises et des compétences du 104, que ce soit la direction des publics, que ce soit la direction technique, évidemment la direction artistique à travers son acteur, mais aussi toutes les autres expertises. Et on va aussi évidemment aller collaborer avec beaucoup d'autres entreprises, des architectes, des urbanistes, etc. Mais on a aussi des compétences propres au sein de l'ingénierie, donc c'est pour ça que j'ai une courroie de transmission. Donc, on a des urbanistes, des architectes, des chargés de projet, de production, etc. Et on va former, composer des groupements, des équipes qui sont vraiment adaptées aux besoins. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. On va aussi chercher maintenant des projets, parce que l'ingénierie, c'est vraiment créé comme ça. On est venu nous chercher, maintenant, on va aussi chercher. Donc, on fait les marchés. On s'inscrit aussi dans beaucoup d'appels à projets, comme en ce moment, réinventer la métropole du Grand Paris. Voilà, ce sont des projets urbains.
Et en fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'on utilise vraiment une méthodologie qui s'appelle l'urbanisme culturel, où on va vraiment utiliser l'ensemble des outils artistiques et culturels au service de la fabrique de la ville. Voilà. C'est comment, dans une approche aussi multiscalaire, on va nous se servir de l'ensemble des composantes pour apporter une réponse précise sur des projets qui sont extrêmement différents, puisqu'on va être sur des projets très très amont, donc vraiment sur la réflexion de la création d'un lieu, par exemple, où la collectivité a très peu d'idées, elle a juste un espace. On va aussi travailler sur des projets où la collectivité a beaucoup d'idées, mais n'a pas encore d'espace. On va travailler sur des projets où il n'y a pas de lieu déterminé, mais il y a une idée. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est plus diffus au sein de la ville, donc plutôt une question urbanistique. Voilà, donc on fait à la fois l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et un certain nombre de choses. Et je vais vous parler d'un exemple de projet qui est assez intéressant, qui est vraiment en cours. Donc il n'est pas encore abouti, mais je le trouve assez exemplaire dans la manière dont il a été imaginé par la ville et dans l'impulsion qu'a vraiment donné la collectivité pour ce projet. Donc, c'est le projet des laboratoires éclairs à Épinay-sur-Seine. Donc, en fait, les laboratoires éclairs, c'est donc un site de 4 hectares qui était anciennement vraiment l'endroit où c'est une entreprise qui fabriquait en fait l'ensemble de la chaîne de production des 35 mm. En fait. Donc, il y avait vraiment la pellicule qui était fabriquée sur place. C'est là où tous les grands réalisateurs, pendant 50 ans, sont venus découper la pellicule finale pour le montage du film, etc. Et donc, c'est évidemment avec l'avènement du numérique une production qui s'est assez rapidement une beaucoup de difficultés économiques. Et donc, le site, en fait, est tombé complètement en désuétude. La ville a racheté le site, les 4 hectares. C'est un site qui fait 4 hectares dans lequel il y a une petite forêt. A racheté le site et a dit je vais sanctuariser en fait les 4 hectares. Je ne vais pas le vendre à un promoteur, je ne vais pas faire de projet de logement, je ne vais pas faire de commerce, je ne vais pas faire de bureau. Je veux développer un projet culturel. Et donc, il s'est dit j'ai cette idée, j'ai envie que ma ville, c'est un site qui est vraiment en plein centre-ville, j'ai envie que ma ville ait un projet culturel. Je vais apporter peut-être aussi les gentrifications, mais aussi différemment que par le logement ou autre. Comment je fais? Et donc, au lieu de se lancer comme ça seul, il a dit je vais lancer un appel à idées. Et donc, il y a eu un appel à idées qui a été lancé il y a 3 ans. Il y a un certain nombre d'équipes pluridisciplinaires qui ont répondu. Ils ont sélectionné plusieurs. Donc, il y a eu plein comme ça de matières grises qui a été produite autour de qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu, avec finalement très peu d'idées préconçues à la base. À partir de ça, ensuite, la ville elle a lancé un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour une étude de pré-programmation urbaine culturelle, c'est-à-dire comment programmer finalement les espaces de telle sorte qu'ensuite on puisse trouver un exploitant. Et donc, c'est là où nous on est arrivé, où on a répondu en fait avec un urbaniste et un cabinet d'avocats à ce projet-là. Donc, on a accompagné la ville comme ça pendant plus d'1 an à réfléchir quels pourraient être en fait les futurs usages dans cet espace. Et nous, on a amené en fait plusieurs dimensions. L'idée qu'on n'allait pas justement programmer tout de suite définitivement l'ensemble de l'espace, parce qu'en fait, aujourd'hui, la ville, elle se fabrique pas comme ça. Il faut qu'on laisse le temps aux choses, qu'on laisse aux activités, aux usages le temps de s'exprimer, de tester, de prototyper, d'essayer. Beaucoup d'entre nous l'ont dit aujourd'hui. Et donc, du coup, créer plutôt un projet processus où on va commencer à investir un certain nombre de périmètres, d'endroits, et petit à petit bénéficier justement de l'expérience en fait de ces équipes comme une sorte de permanence architecturale en quelque sorte, sauf que là c'est à une échelle plutôt urbaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a lancé la ville a lancé un appel à candidature et donc a aujourd'hui trouvé un exploitant qui est Soupe Machine, que vous connaissez sûrement. Et aujourd'hui, on est vraiment dans les phases terminales de négociation de la convention d'occupation temporaire. Et voilà, c'est vrai que c'était intéressant de parler de ce projet parce que je trouve que ça s'est fait d'une manière assez intelligente, en prenant vraiment le temps aussi des choses. Et c'était très important aussi, à notre sens, qu'il y ait aussi une compétence culturelle, artistique dans le projet, donc c'est-à-dire nous, et aussi une compétence urbanistique. Ça aurait pu être d'autres, je veux dire, mais c'était important justement pour éviter aussi certains écueils, parce que voilà. Au début, la ville avait une envie très forte, on veut absolument ouvrir le lieu à la population, c'est super, c'est génial, on offre un cadeau à des équipes qui vont venir sur le site exploiter, c'est super, mais les équipes, en fait, il faut qu'elles se rémunèrent, elles n'ont pas forcément les moyens d'investissement, etc. En fait, il y a plein de sujets, en fait, à éviter pour que les équipes se retrouvent, qu'on évite qu'elles se retrouvent, en fait, à avoir 2 bouts de bois et voilà, et que finalement, tout notre accompagnement, il a été aussi de faire cette médiation entre comment on peut répondre à une ambition artistique, une ambition culturelle de la ville,
mais aussi en accompagnant le futur exploitant à transformer certains espaces en ERP, en définissant des espaces publics, en accompagnant, en mettant à disposition potentiellement aussi des agents de la ville pour sécuriser des espaces publics. Enfin voilà, c'est plein de sujets qui sont encore en cours, mais qui montrent aussi que voilà, ces projets-là, en tout cas, quand il y a une dimension artistique et culturelle, ils se font pas simplement. Derrière, c'est des gens qui sont investis, c'est des moyens. Et c'est donc, effectivement, quand on parlait d'écueil, c'est souvent finalement les projets de l'occupation transitoire, elles sont aussi synonymes d'une précarité assez importante. Et il y a un double effet un peu parallèle qui est les équipes sont précarisées et aussi la question artistique, elle est aussi parfois mise un petit peu au second rang, puisque finalement, ce qui est le plus simple, c'est d'ouvrir un bar, d'ouvrir un restaurant, parce que c'est ça qui est vraiment dessous, et que du coup, la question artistique, elle est difficile aussi à valoriser et à mettre en œuvre. Voilà, donc nous, on essaye dans nos projets d'essayer de toujours ramener cette question-là et d'expliquer que les choses prennent du temps, des moyens, et que les choses de manière aussi progressive. Merci beaucoup. J'ai une question qui m'est venue là dans le cadre de vos 2 dernières interventions. Vous avez tous chaussé le tiers-lieu du point de vue des publics, et ce qui est bien normal, c'est la thématique du jour. Mais je me demandais aussi quel est l'avantage du tiers-lieu dans la multi-activité entre les activités elles-mêmes. Est-ce qu'eux-mêmes, du coup, deviennent de nouveaux publics? Est-ce qu'il y a une manière différente de mener un projet de restaurant, de bar, quand on est dans un tiers-lieu, on est ailleurs? Est-ce qu'il y a des coordinations différentes qui se font entre les différentes activités? Oui, c'est forcément différent parce qu'il faut gérer la multi-activité, la coactivité, et qu'il peut y avoir des concurrences, ou en tout cas, il y a beaucoup de tiers-lieux où il y a beaucoup des exploitants différents. Enfin, il y a un exploitant principal, mais ensuite il y a des occupants différents. Du coup, c'est vraiment une question aussi de gestion, avec le papier, comme je disais tout à l'heure, de gestion de l'espace-temps, qui fait qu'on ne peut pas gérer n'importe quelle activité, notamment le restaurant, de la même manière dans un tiers-lieu qu'à un autre endroit. Donc oui, je pense que c'est des questions des questions aussi de beaucoup de coordination, des questions de construction aussi d'un commun, beaucoup de discussions, enfin, c'est des questions de gouvernance aussi beaucoup, puisqu'en ce moment, on n'est pas seul dans un tiers-lieu. Voilà, et ça, c'est des choses qui s'anticipent aussi beaucoup, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de tiers-lieux où vraiment la question du commun et de la gouvernance permet aussi d'inventer des nouvelles modalités. Voilà, ce qui s'est passé notamment peut-être Saint-Vincent-de-Paul avec les comportements, etc. Sont assez admirables à ce niveau-là, mais aussi dans plein d'autres endroits. Voilà, ça permet aussi de réinventer finalement les questions collectives. Je pensais aussi au profil peut-être des acteurs, parce que multi-activité, mais j'imagine que demain, Zara ne va pas venir s'installer dans un tiers-lieu. Alors oui, moi, sur le porteur de projet, je pense que c'est quand même un point important. On peut imaginer des systèmes de gouvernance riches et variés, néanmoins par rapport au risque du lieu et de sa pérennité, le fait d'avoir un porteur de projet identifié, que ce soit une coopérative, une SIC, une association, mais c'est très important parce que ça rassure déjà la collectivité ou les investisseurs potentiels sur la possibilité du lieu d'exister. Ensuite de ça, sur les types de porteurs de projets et le fonctionnement d'une communauté, nous, on a fait notre vaisseau amiral depuis quelques années, c'est la Cité Fertile à Pantin, où on a découvert d'autres activités qu'on ne gérait pas avant, notamment des activités de travail, puisque ce n'est pas du tout un espace de coworking, mais c'est un endroit avec des pépinières d'entreprise, des incubateurs, des gens qui viennent travailler. Et donc, on a une activité de location d'espace de travail qu'on ne gère pas comme un coworking, ce n'est pas le sujet, mais on a des résidents et des locataires. Et du coup, sur notre binôme, qui est toujours, nous, dans les lieux que l'on gère, un binôme avec quelqu'un qui s'occupe de l'exploitation, on va dire bar, restauration, activité économique, et quelqu'un qui s'occupe de la partie animation, gestion du projet culturel, on se rend compte qu'ils sont sous-staffés en fait, à la Cité Fertile, puisqu'il y a presque besoin d'une 3e personne en coordination de ces activités-là, puisque c'est encore une brique différente. Et après, sur ce que les activités s'apportent les unes aux autres, excusez-moi, ça pose ce truc bizarre, c'est quand le lieu est menacé de fermeture, ce qui est le cas à la Cité Fertile, de se rendre compte du vide que ça crée, de la peur que ça génère. De ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est que dans un lieu comme la Cité Fertile, on est une 20aine de salariés de la Cité Fertile, plus on va dire 35 sur les activités qui sont directement liées
au lieu, on va parler des activités de sécurité, les extras, bars, restauration, etc. On a finalement entre 80 et 100 résidents sur le site qui ont développé leur activité depuis 3-4 ans sur un site comme la Cité Fertile avec des commodités qui sont de, j'ai certes un espace pour travailler, pour avoir ma sphère, pour faire quelque chose, mais en fait, je peux recevoir, je peux faire des événements, je peux organiser des réunions, je peux finalement m'étaler, prendre de la place, prendre de l'espace et respirer, vivre d'une manière qui ne m'est pas donnée ailleurs dans l'économie dont je dispose, puisque je suis acteur ou actrice de l'économie sociale et solidaire. Et quand ce lieu va fermer, où vais-je aller? Que va-t-il advenir? Et ça, on mesure aujourd'hui effectivement l'importance de ce qu'on a créé à l'aune de ce qui va disparaître. C'est un peu triste, c'est comme ça. Oui, alors déjà, je voudrais clarifier la notion de programmation parce qu'au sens architectural, en fait, c'est les petits plans colorés qu'on a vus, c'est une fonction, une couleur sur un plan. Et la complexité des tiers-lieux, au moins au sens où nous on l'entend, c'est qu'en fait, il n'y a pas une couleur par surface. Il y en a potentiellement plusieurs et pas tout le temps la même dans le temps. C'est bien ça qui est compliqué. Et ça, par rapport à la question de gestion, c'est très, très différent dans un lieu si certaines surfaces sont affectées à un usage et donc à quelqu'un qui l'occupe, ou quand on est, donc là, on a toujours le même usager sur la même surface, et ce qu'il faut gérer, c'est les relations de bon voisinage, comme dans une copropriété, avec le grand plaisir, pour ceux qui ont un peu de technique urbanistique, par exemple, une question des macro-lots, où vous superposez la crèche, le parking, le machin, et à la fin, plus personne sait qui remplace la gouttière. Parce qu'il y a quand même des sujets bêtement pragmatiques. Quand vous avez une descente verticale qui traverse 3 usages différents, qui paye quand il y a une fuite? Voilà, parce que personne n'intéresse que ça fuite quand même, généralement ce genre de truc. Et quand on est plutôt dans des besoins, alors la multiplicité d'usages sur un même espace, ça veut dire vraiment la gestion des usages, mais c'est vachement intéressant parce que ça permet des mutualisations et chacun peut avoir un usage temporaire d'un lieu parce qu'il n'en a pas besoin de plus, en fait. Donc, d'un point de vue économique, c'est super intéressant parce que ça va permettre de louer ou d'utiliser juste le temps de l'usage. Donc, c'est complètement une autre manière de gérer ces lieux-là et de gérer la participation. Et du coup, le maître du jeu, ce n'est pas le même que quand on gère des relations de voisinage. Dans ces cas-là, le maître du jeu, c'est celui qui dispose, en fait, de manière permanente de l'espace à partager. D'où l'importance d'avoir un gestionnaire un peu musclé pour ces lieux-là. Et ce que je trouve intéressant dans toutes vos discussions, c'est qu'on voit bien qu'il y a un métier derrière, c'est-à-dire que ce truc qui paraît sympathique, souple, machin, enfin voilà, si ce n'est pas très professionnel, à la fois dans le montage, mais aussi dans la gestion, dans l'investissement, dans le montage et dans le fonctionnement, le truc, ça ne marche pas, quoi. Donc, sensibiliser à la professionnalisation nécessaire, je pense que c'est absolument fondamental. Ça, c'est tout à fait clair. Et puis, je ne sais plus. Voilà. Mais en tout cas, la question de la professionnalisation et puis du cadre, quoi. Ce n'est pas parce que ça permet une certaine fluidité dans les rapports entre les gens qui donne l'impression que rien n'est cadré, qu'il ne faut pas justement sacrément cadrer au préalable pour éviter que ça devienne même potentiellement dangereux, économiquement parce que ça ferme, ou même physiquement pour les gens qui vont l'utiliser. Alors, oui, sur la notion de risque et de danger, et peut-être tu peux en parler aussi bien que moi parce que voilà, on a vécu un Covid, donc on a vécu un confinement, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Quelque part, les structures que l'on gère se sont lancées corps et âme dans des actions qu'un gestionnaire classique n'aurait jamais assumées.
parce que culturellement, il y a une capacité à prendre des sujets que peut-être des promoteurs immobiliers ou des gestionnaires d'immeubles ne prendraient pas. Mais voilà, quand on a transformé nos lieux qui sont des lieux de destination alliés à soit de l'artistique, du culturel ou quelque part du commerce, on va dire, quand il s'agit d'avoir une activité bar-restauration, si ces lieux sont fermés mais qu'on y accueille, et on l'a fait, nous, accueillir des résidences d'artistes, accueillir des associations de solidarité qui avaient des gens en très grande précarité, qui avaient besoin de lieux, fabriquer des masques, en distribuer, etc. Les gens nous ont remerciés, nous ont regardé tout rond en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et en fait, ça, c'est un risque de gérant, parce que celui qui trinque au moment où la loi tombe et qui va potentiellement en payer les conséquences, c'est le gérant, c'est le gestionnaire. Et donc ça, effectivement, c'est un risque assumé par une équipe, on va dire. L'heure tourne. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des questions des personnes qui nous suivent sur Internet? Moi, j'en ai une en attendant, que peut-être d'autres se réveillent. Dans tous les exemples que vous avez montrés, extrêmement différents les uns des autres, tendent toutes vers quelque chose qui est une forme de désacralisation du patrimoine, enfin, du patrimoine en tant que monument. Comment est-ce que vous gérez ça les uns les autres, d'ouvrir cette ouverture? Peut-être Valérie. Le patrimoine lui-même, je crois, est une notion qui rassemble. Au contraire, voilà, alors qui peut être effectivement jugée intimidante parce qu'elle est dans des murs, dans des monuments dans lesquels il faut savoir pénétrer. Donc, il y a toute cette question de l'accessibilité qui se pose, l'accessibilité physique, l'accessibilité tarifaire. On n'a pas beaucoup parlé, mais ce sujet-là est important. C'est comment on fait en sorte que les publics précarisés puissent rentrer dans ces monuments. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a ce qu'on y fait. Donc, on a vu effectivement une diversité d'usages qui permettent de dépasser l'approche strictement culturelle. C'est-à-dire comment faire en sorte que dans les monuments, on puisse développer des activités qui répondent à des besoins d'un territoire qui ne sont pas couverts par ailleurs. Comment faire en sorte qu'on développe des activités qui vont s'inscrire dans une régularité et qui vont donner envie à des habitants de venir peut-être tous les jours, vont venir sans avoir a priori quelque chose à y faire. Ce qui a été démontré par l'exemple du 104, qu'on va essayer de faire dans un tout autre environnement à Villers-Cotterêts. Je pense qu'il y a déjà une question d'appropriation, tout simplement, de faire comprendre que ce patrimoine, il n'appartient pas aux institutions, au fond, même si l'État leur confie, mais c'est le patrimoine de tous. C'est un peu le sujet du ministère de la Culture, quand même, pour le coup. Je pense qu'en fait, quand on dit patrimoine en France, on pense tout de suite, parce qu'on a une armada de dispositifs législatifs, patrimoine protégé, monument historique. Dans un quartier de rénovation urbaine, il y en a du patrimoine, parce qu'il y a des endroits qui portent des valeurs collectives reconnues et que les gens n'ont pas du tout envie de voir disparaître et ont envie de transmettre. Et ça aussi, c'est du patrimoine. Donc, la première manière de désacraliser ces lieux pour leur permettre la transmission, parce que quand on se dit, tiens, ça, c'est du patrimoine, pourquoi faire? C'est pour transmettre. La notion de patrimoine, elle est liée à la notion de transmission. Parce que si on s'en fout, si ça disparaît, c'est pas grave. Donc, quand on se dit c'est du patrimoine, c'est parce qu'on a envie de le transmettre. Et si on a envie de le transmettre, il faut qu'on donne à la transmission les moyens de le faire. Et l'usage, évidemment que ça en fait partie. Alors, moi, je vais vous donner des batteries de lieux pour lesquels on se pose la question de la transmission. Les églises, regardez le nombre d'églises dans tous les villages avec le moment où c'est utilisé. Quand il faut faire le toit, parce que c'est quand même souvent à ce niveau-là que le toit est couvert, c'est quand même ce qui permet la conservation. Alors bon, les vitraux, on s'en sort à peu près, mais en fait, le toit, c'est vite beaucoup plus cher. Comment
collectivité de 300, 400, 500 habitants, elle peut assumer ça. Ben, à un moment donné, et le clergé est le premier à s'en préoccuper, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme usage qui respecte la valeur patrimoniale, mais qui retrouve un sens dans la société actuelle? D'autres patrimoines culturels un peu plus décalés, les salles des fêtes. Tous les villages de France se sont dotés de salles des fêtes. Vides. Ou alors occupés, voilà, en mai-juin, le samedi soir. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux-là? Notamment quand on a besoin de trouver de nouveaux espaces d'équipement. Est-ce qu'on repaye un truc qui sert qu'à une chose ou est-ce qu'on essaie de développer dans ces lieux à usage très ponctuel d'autres activités? Et notamment, éventuellement, par le test. Donc, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, c'est ça. J'avais le dojo. Moi, en bossant à Bordeaux, on avait une commune périurbaine qui avait construit un super dojo. Quand on regardait les horaires d'ouverture du dojo, mais on se disait, non, mais ça ne va pas, non? Le truc, il devait être ouvert 15 heures par semaine, hors vacances scolaires. Et à côté de ça, le club de gym des aînés, il ne savait pas où faire sa gym. Bah tiens, peut-être que bien, ça serait une bonne idée de le faire dans le dojo. En plus, quand on tourne, on se fait pas mal. Donc, mais c'est vrai. Par contre, pour les exercices d'équilibre, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est vrai que ça pose toutes ces questions aussi de valorisation d'équipement, voilà, de définition du patrimoine, et puis tous ces établissements qui ont une valeur déjà collective pour les gens qui habitent autour, comment finalement on arrive à les pérenniser, à transmettre l'usage en y injectant de nouveaux usages et justement avec des souplesses dans l'aménagement pour qu'on puisse, pour que ça soit extrêmement modulable. Donc, on est bien sur... enfin, c'est complètement changé la culture technique. Enfin, je ne sais pas si vous les fréquentez, mais les gens qui font dans les services techniques des collectivités, ce n'est pas hyper facile hein, de les faire entrer dans cette logique-là. Mais ça va être nécessaire. Exactement. Les lois zéro déchet. Youpi. On va en fait... Non, mais c'est vrai, on va penser différemment. Zéro déchet, zéro artificialisation des sols, ben, je peux vous dire que se pencher sur l'optimisation des usages de ce qui existe déjà, ça va devenir un sujet majeur, quoi. Et c'est vrai que ce que je trouve, enfin, moi, d'un point de vue territorial, je trouve que tout ce que vous avez montré est tout à fait intéressant et passionnant. Comment on fait pénétrer cette culture, et notamment professionnelle, quand on va dans la Creuse ou en Dordogne, où moi j'ai habité très longtemps, où il n'y a pas d'ingénierie. Donc, comment ça bénéficie à des territoires comme ça, plus modestes, qui ont aussi besoin beaucoup d'être accompagnés dans ces démarches, et puis qui en ont besoin parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc, dans ces cas-là, il faut être malin. Moi, je voulais juste rebondir sur la question de la désacralisation. En fait, je prendrais presque le contre-pied. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on veut transmettre ces lieux de patrimoine aussi? D'abord parce que c'est notre histoire, mais aussi parce qu'en général, c'est des lieux qui ont une esthétique. Je pense qu'on parle très peu de la question du beau, mais elle est centrale en fait dans le patrimoine. Et en fait, en quelque sorte, on resacralise les êtres humains, les activités qu'on y fait, quand on les remet dans ces lieux-là. Et donc, certes, il y a eu à cause de ce qui a sauvé le patrimoine, à cause de ce que Mérimée puis ses successeurs ont mis en place pour protéger, on a pu avoir l'impression de le mettre dans le formol et du coup de créer une distance entre les individus et le bâti. Mais en fait, justement, c'est l'occasion de le remettre à sa juste place, qui était déjà la place qu'il occupait avant toute cette question de la préservation. Et vraiment, voilà, je pense que la question de la beauté est très peu discutée, mais pendant très longtemps, voilà, le beau a quand même primé sur l'utilité, et aussi pourquoi ces lieux sont aujourd'hui attirent énormément de public. C'est aussi parce que c'est plus agréable, on parle des aménités du patrimoine. On a aujourd'hui des mesures qui nous montrent que sur le bien-être, que sur la santé, le fait d'aller dans des lieux culturels, d'aller dans des lieux beaux,
ça a un impact. Il y a une étude britannique qui est sortie il y a 2 ans disant que dès lors qu'on allait dans un lieu culturel une fois par mois, on avait 50% de chances de moins de faire une dépression. Donc voilà, on commence à mesurer ces choses-là, mais je pense que c'est aussi des questions très importantes. Bien, merci beaucoup à tous. Je crois qu'on va terminer sur la beauté. Ça me paraît bien pour clôturer cette journée. Merci à tous les participants. Merci à vous aussi d'être restés jusque-là. Voilà. Et bravo à tout le monde. Pardon, Emeline. Tu es tellement discrète. Restez. Nous avons une petite clôture digitale avec Éline Parizel. Désolée, je pense que vous avez la tête bien pleine, et moi aussi. J'ai trouvé que cette conférence était particulièrement dense et complexe, donc je m'excuse par avance parce que c'est beaucoup moins graphique que les 2 premières. Donc je ne vais pas vous assommer d'un résumé trop dense, je vais juste vous expliquer comment décrypter la planche. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, donc c'était la 3e rencontre. On a eu une introduction sur la définition de ce mot valise qu'est le tiers-lieu, avec donc plus de 1800 tiers-lieux, principalement des espèces de coworking et Fab Lab au début, désormais avec des enjeux culturels également. On a eu 5 interventions très riches donc, de Corinne Langlois du ministère de la Culture. J'ai noté principalement remettre du vivant dans les lieux, donc sous l'angle architectural, l'aménagement suit l'usage, des notions d'expérimentation et de transmission des savoirs, des savoir-faire, la culture de l'usage avant la possession, et également la question du modèle économique et de la rétribution de la valeur immatérielle créée. Valérie Senghor, pardon si j'écorche les noms, du CMN, donc, qui nous a parlé de cette initiative partie du territoire à Villers-Cotterêts, donc avec l'objectif de rassembler autour de la langue et revitaliser le territoire. C'est un projet culturel hybride et fédérateur avec 4 axes qu'elle a développés sur la réouverture du lieu, l'hybridation des activités et des publics, fédérer le réseau d'acteurs et cette notion de préfiguration avec les habitants. Séverin Desmazeries d'EFATA nous a parlé de la réponse entrepreneuriale à l'état du patrimoine, donc avec 2 modèles. Le premier, le modèle spécialiste qui n'est pas suffisant, et le modèle multi-activité qui apporte de la complexité. Ils ont déployé une méthodologie qui permet de répondre à quelques questions. Il nous en a donné quelques exemples, notamment quelles activités on peut développer dans ces tiers-lieux, quel rythme de développement, quel financement. Marie Floquet de Signy et Eco, donc cette entreprise dotée d'une mission d'utilité sociale, nous a parlé de la participation, de la gestion de certains tiers-lieux avec la vocation de participer localement à la création d'activités pour une société durable et soutenable. Elle est revenue sur la notion de programmation. C'est en programmant des temps, des activités qu'on parvient à animer un réseau. Martin Colomerdiez du 104, c'est ça, donc il nous a décrit le 104 comme un bâtiment, un très grand bâtiment, et aussi un lieu artistique, en fait un lieu infini d'art et d'innovation avec de la coactivité qui est traversant, qui a développé donc une offre d'ingénierie et d'innovation, qui a développé une méthodologie d'urbanisme culturel et nous a parlé d'un projet à Épinay-sur-Seine. Enfin, il y a eu un moment d'échange et j'ai noté deux temps. Le premier sur les avantages et la coordination entre toutes ces activités multiples, avec le besoin d'anticiper les questions du commun et de gouvernance, identifier un porteur de projet et ce fameux vide qui est créé seulement à la fermeture du lieu. La question de la gestion des usages se pose, ils sont mutualisés, ça devient un vrai métier, c'est pas parce qu'il y a de la fluidité que c'est sans cadre.
Il y a la nécessité de professionnaliser le montage et le fonctionnement de ce genre de lieu. Également, un point d'attention sur les risques portés par le gérant. Et enfin, cette désacralisation du patrimoine, point d'interrogation, avec la volonté de transmission, d'ouvrir à tous ces salles de fête vides, donc la volonté de développer d'autres activités dans ces lieux qui sont à usage très ponctuel, penser différemment, penser modulaire. Et on a fini sur la beauté, voilà.